Merci d'être tous présents cet après-midi. Alors, on va parler politique monétaire cet après-midi. Sont réunis en présentiel des étudiants de la première et deuxième année de classe préparatoire du lycée FL du Dijon, en classe préparatoire ENS. Donc, ce sont des élèves qui sont à la fois en classe préparatoire et à l'université, qui étudient donc la science économique. Et donc, au titre de cet enseignement, évidemment, la politique monétaire fait complètement partie de ce qu'ils étudient. Alors, la politique monétaire, c'est en effet un pan important de l'économie. C'est aussi une bonne façon d'appréhender beaucoup de mécanismes économiques. Ça s'insère dans un ensemble, comme on va le voir. Et c'est un sujet qui résonne aussi dans l'actualité, comme beaucoup de sujets d'économie. C'est l'avantage de cette matière, dont je ne doute pas que vous êtes tous des passionnés. C'est une matière extrêmement vivante. Vous lisez le journal, voilà. Vous avez tous les jours des informations économiques et parfois liées à la politique monétaire. Et si je prends l'actualité malheureusement tragique en ce moment de la guerre en Ukraine, eh bien, une illustration de la politique monétaire, c'est par exemple l'évolution des taux d'intérêt russes depuis quelques jours. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les taux d'intérêt russes, ce qu'on appelle les taux directeurs, dont on parlera tout à l'heure, ils sont passés de 10% à 20%. C'est les taux d'intérêt de la Banque centrale russe. Le taux d'intérêt, c'est auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales. 10% à 20%. Pourquoi? Eh bien, parce que l'économie russe, évidemment, est malmenée par les sanctions qu'on lui inflige. Et de ce fait, il y a une fuite à l'égard de la monnaie, à l'égard du rouble. Donc, il y a beaucoup de dépôts qui quittent les dépôts en rouble, dépôts en rouble russe, pour aller vers des devises. Et pour essayer de retenir ces dépôts, eh bien, on augmente fortement les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, vous le savez, c'est Janus. Il y a deux faces dans le taux d'intérêt. Ça sert à la fois au crédit, bien sûr. Ça sert aussi au dépôt, la rémunération des dépôts. Donc là, en les montant à 20%, évidemment, les autorités centrales monétaires russes espèrent limiter un peu la fuite des capitaux en les retenant grâce à cette rémunération quand même assez élevée de 20%. Bon, de fait, l'efficacité est limitée parce que quand la crainte vis-à-vis d'une monnaie est très forte, ce qui est évidemment le cas vis-à-vis du rouble, ça limite un peu les dégâts, mais ça ne les empêche pas. Et le rouble a perdu à un moment jusqu'à 30% de sa valeur. Aujourd'hui, on est encore à 20% de baisse du taux de change par rapport à sa situation d'avant la crise. Donc, vous voyez, ça, c'est une illustration vraiment de l'actualité. Et puis, on verra que les banques centrales occidentales, la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, qui vont se réunir au mois de mars, elles vont sûrement intégrer, c'est évident, dans leurs décisions, cette nouvelle donne aussi de la conjoncture. Et alors qu'on s'attendait plutôt à un resserrement des politiques monétaires, on en parlera, il y aura probablement peut-être lieu, mais probablement pas dans les mêmes conditions, parce qu'il y a un nouvel événement, évidemment, tragique est arrivé, qui va plutôt ralentir l'activité. Alors, pour démarrer cette conférence, j'ai envie de vous poser aussi une question peut-être un peu incongrue. Est-ce que vous aimez les oiseaux? Oui, j'espère. Les oiseaux. La nature, tout ça. Alors pourquoi? Parce qu'en politique monétaire, on parle parfois d'oiseaux. De noms d'oiseaux plutôt. On parle de colombes, on parle de vautours, on parle de faucons, et on parle de chouettes aussi. Vous avez entendu parler de ces termes, qui sont plus des termes journalistiques, pas des termes de banque centrale, bien sûr. Mais l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est les faucons, c'est plutôt ceux qui veulent durcir la politique monétaire. Donc, en général, ils veulent augmenter les taux d'intérêt, ils veulent freiner un peu l'activité. Par exemple, ils ont peur de l'inflation. Les colombes, c'est ceux qui veulent au contraire plutôt avoir une politique monétaire accommodante, comme on dit, c'est-à-dire plutôt baisser les taux d'intérêt ou les maintenir assez faibles, maintenir à soutenir l'activité. Donc, il y a souvent, les journalistes ont l'habitude, de manière un peu caricaturale, d'opposer dans les assemblées des conseils de politique monétaire, donc d'opposer les faucons et puis les colombes. Et la présidente de la Banque centrale européenne, que vous connaissez sûrement, Christine Lagarde, qui est une Française. Christine Lagarde, donc, quand elle a pris ses fonctions il y a quelques années, elle a dit, moi je ne veux être ni faucon ni colombe, mais je veux être une chouette. Parce que la chouette, pourquoi? C'est le symbole de la sagesse, comme vous savez. La chouette que vous trouvez sur les pièces de monnaie grecques. C'est la chouette grecque, bien sûr. Voilà.
Alors, je ne sais pas après où vous situerez, hein, après cette conversation sur la politique monétaire, chouette, aux colombes, peut-être d'autres animaux. Mais voilà, ça montre que là aussi, comme l'ensemble des sujets d'économie, ce sont des sujets qui donnent matière à débat. Et c'est la richesse, un des grands atouts, attraits à mon avis, de l'économie. D'ailleurs, c'est pas une science exacte, hein. C'est une science humaine, donc on parle de comportement humain. Donc naturellement, il y a beaucoup de débats. Heureusement, parce que s'il n'y avait pas de débat, ça veut dire que les comportements humains, ils sont complètement réglés, mécaniques, qu'on sait que par exemple, face à tel événement, les hommes réagissent tous pareil de la même façon, etc. Bon, et naturellement, c'est pas le cas. Voilà, un exemple concret là aussi, il y a l'actualité, c'est l'épargne. Bon, l'épargne des ménages, vous savez que l'épargne des ménages a explosé avec le Covid. Hein. En 2020, elle a augmenté de 50% en France, l'épargne des ménages. Donc là, on a une sorte de trésor de guerre d'épargne des ménages au bout de 2 ans, qu'on évalue la Banque de France à peu près 170 milliards d'euros d'épargne supplémentaire, en 2 ans, 170 milliards. C'est 1 mois et demi de consommation, c'est énorme. Bon, nous, on avait prévu en décembre, dès la prévision de la Banque de France en décembre, on avait prévu une normalisation de l'épargne en 2022. Ça veut dire que la baisse de ce supplément d'épargne avait commencé en 2021, mais il y avait encore en 2021 une épargne bien supérieure à celle d'avant-crise, hein, donc ce n'était pas normalisé. Et on pensait, en décembre, qu'en 2022, on retrouverait le niveau d'épargne d'avant-crise, 2019, qui est de 15% du revenu des ménages. En moyenne, les ménages épargnent 15% de leur revenu disponible. Bon, vous êtes étudiant, vous épargnez beaucoup moins, c'est normal. Je rassure, moi je suis pas étudiant, mais j'épargne moins aussi. Alors, donc voilà, pourquoi. Alors là, justement, le lien que je vais faire avec l'actualité, c'est que, donc on avait prévu en décembre que l'épargne des ménages reviendrait à 15% de leurs revenus en 2022. Mais là, la guerre en Ukraine, est-ce que ça va freiner cette normalisation? Parce que les gens sont un peu inquiets, ils vont dire, oh là là, je pensais dépenser mon épargne, et tout compte fait, attendre un peu. Ou est-ce que ça ne va pas changer les prévisions? Bon, on ne sait rien. C'est compliqué ça, hein, c'est compliqué, hein, c'est vraiment la psychologie, quoi. Alors la Banque de France, d'ailleurs, actualise ses prévisions tous les 3 mois. Donc mi-mars, hein, vous pourrez les lire dans la presse puis sur le site internet, n'hésitez pas, précipitez-vous. Donc c'est un document très intéressant qui paraît dans tous les trimestres. On actualise les prévisions d'activité, d'épargne, d'emploi, enfin, dans tous les domaines, quoi, les prix, etc. Et là, évidemment, mes collègues, les économistes à Paris, statisticiens, ils phosphorent en ce moment, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Et par exemple, on vient de faire une enquête de conjoncture. Hein, Catherine Lejeroy, l'adjointe du directeur à Dijon, y a participé, comme tous mes collègues de succursale. Donc, on vient de faire une enquête de conjoncture, là, depuis 3 jours. On interroge tous les mois les entreprises pour savoir leur activité. Et évidemment, là, on leur a posé des questions en plus sur l'incidence de la guerre en Ukraine. Est-ce que pour elles, ça a une incidence? Est-ce qu'elles pensent avoir une incidence sur les prix, par exemple, matières premières, sur leurs débouchés éventuels, sur leur approvisionnement? Voilà, donc tout ça, on est en train de récupérer beaucoup d'infos. Hein, on est en train de mouiller tout ça. Et en fonction de ça, on va sortir donc avec des modèles économétriques sur lesquels on travaille. On va sortir nos prévisions mi-mars. Donc voilà, je vous renvoie à ces prévisions qui ne sont pas encore établies, donc je ne peux pas dévoiler puisqu'elles ne sont pas encore réalisées. Alors, peut-être un petit mot de présentation, comme il a invité votre enseignant. Donc, moi j'ai été pendant 16 ans directeur de succursale de la Banque de France. Il y a une succursale par département. Donc j'ai commencé en Île-de-France, dans les Hauts-de-Seine, pour ceux qui connaissent, à Montrouge. Puis après j'étais directeur à Nîmes, hein, donc dans le Gard. Et après je suis remonté à Reims, au pays du Champagne. Voilà, c'est autre chose. Du rosé au Champagne, mais bon, ici, voilà, vous avez du bon vin aussi, bien. Partout, de toute façon. Hein. Et puis depuis un an et demi, donc j'ai été appelé au siège pour rejoindre l'équipe nationale qui travaille sur l'éducation économique et financière. Donc c'est une nouvelle direction, hein, c'est une relativement nouvelle mission de la Banque de France, même si on le faisait avant, mais sans l'officialiser, disons, qui est de participer à l'éducation économique et financière des citoyens, donc en étroite collaboration avec l'enseignement, bien sûr, hein, ça va de soi, ma présence est avec plaisir aujourd'hui. Donc voilà, on a un rôle que l'État nous a confié de coordinateur, hein, de l'éducation économique et budgétaire. Et donc, moi j'interviens beaucoup dans toute la France sur différents sujets. Donc là, c'est la politique monétaire, mais hier, par exemple,
J'étais à Chambéry sur les conséquences économiques de la crise sanitaire. Hein, alors maintenant, bon, avec la crise en Ukraine, on change un peu d'actualité, mais on va bientôt faire la comparaison entre les deux. Et puis avant-hier, j'étais à Nancy pour parler de la finance verte. Voilà. Alors, pour chauffer la salle, mais je vois que vous êtes déjà bien chaud, on va commencer par un petit quiz. Un petit quiz. Tac. Donc, on va le faire à main levée. Hein. Si, normalement, je l'ai. Alors, il y a 5 questions. Et à chaque fois, il n'y a qu'une réponse possible. Donc, vous avez une chance sur 4. Donc, la politique monétaire de l'eurosystème a pour principal objectif de maintenir la stabilité des prix, lutter contre le chômage, inciter les ménages à épargner, aider les entreprises en difficulté. Alors, qui c'est qui donne la première réponse? Maintenir la stabilité des prix. Très très grande majorité, ok. Lutter contre le chômage. Deux réponses, ok. Inciter les ménages à épargner. Personne. Et aider les entreprises en difficulté. Personne, ok. Alors, suspense insoutenable, je ne vais pas donner la réponse maintenant. Ouais. Ça, c'est pour être sûr, vous restez jusqu'à la fin. Donc, à la fin, on repassera le quiz. Et là, bien sûr, ce sera évident pour vous. Alors, deuxième question. Quel est l'instrument principal de la politique monétaire conventionnelle? 1. Le taux interbancaire. 2. Les taux d'intérêt directeurs. 3. Les réserves obligatoires. 4. Le contrôle d'échange. Alors, le taux interbancaire. Personne. Les taux d'intérêt directeurs. Ouais. Grande majorité. Les réserves obligatoires. Personne. Et le contrôle d'échange. Bon, là, c'est unanime. OK. Qu'est-ce que la forward guidance de la BCE? 1. La communication explicite du Conseil des gouverneurs sur le taux de change futur. 2. La communication explicite des recommandations du Conseil des gouverneurs sur les réformes structurelles à mener dans les pays de la zone euro. 3. La communication explicite du Conseil des gouverneurs sur la politique monétaire future. Il y a 3 réponses. Alors, qui dit la 1? Une réponse, un courageux. Qui dit la 2? 3 courageuses. Et qui dit la 3? Voilà. Presque tout le monde. OK. Quatrième avant-dernière question. Le quantitative easing est 1. Un outil de la politique monétaire conventionnelle. 2. Un outil de la politique monétaire non conventionnelle. Et 3. Un outil de la politique budgétaire. Alors, qui dit la 1? Personne. La 2? Beaucoup de monde. Et la 3? Personne. Donc là, c'est unanime aussi. Et dernière question. Encore quantitative easing, c'est lorsque la Banque centrale crédite directement le compte de l'État. 2. Lorsque les banques commerciales achètent massivement des titres de l'État. Et en 3. Lorsque la Banque centrale achète massivement des actifs sur les marchés financiers. Alors la 1, personne. La 2, personne, ouais, qui hésite, non? Et la 3, pas mal de monde, ok. Bon, je veux dire que vous êtes assez fort, hein, c'est bien. Alors, donc on vous propose le plan suivant. La politique monétaire, c'est quoi? Donc un peu le cadre général. Puis après, logiquement, on va parler de la politique monétaire dite conventionnelle. Et après, de la non conventionnelle. Qu'on commence d'ailleurs à appeler maintenant néo-conventionnelle, parce que, comme elle est presque tellement usuelle désormais, que le terme non conventionnel est presque plus adapté. Hein. C'est pour ça qu'on commence à dire néo-conventionnel. Donc, la politique monétaire, c'est quoi? Alors, donc, vous savez, c'est l'ensemble des moyens, hein, comme indique la diapo, qui ont trait au traitement de la monnaie. Ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est d'évoquer l'articulation avec les autres politiques économiques. Ne jamais oublier qu'il y a plusieurs politiques économiques, et leur articulation, elle est très importante pour l'efficacité globale bien sûr, de la politique économique. Et là, on va donner un bon exemple avec la crise sanitaire. Bon, ouais, la crise sanitaire, je fais des conférences là-dessus. En fait, c'est un prétexte, disons, la crise sanitaire, pour décortiquer vraiment les mécanismes économiques, parce qu'au travers du traitement de cette crise, ses impacts, son traitement, ses défis, etc., on a une illustration très complète de tous les aspects de l'économie. C'est un cas d'école. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. Alors, une illustration avec ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte. Hein, vous savez, quoi qu'il en coûte, c'est l'idée que
on va soulager le plus possible l'ensemble des acteurs économiques impactés par la crise sanitaire, donc les ménages, les entreprises. Donc les ménages au travers, par exemple, du chômage partiel, ce qu'on appelle le chômage partiel ou activité partielle, c'est-à-dire qu'on subventionne, l'État subventionne les salaires, très largement, 84%, pour ceux dont le salaire disparaît parce que l'activité de l'entreprise a disparu. Donc ils gardent comme ça leur emploi et ils gardent surtout l'essentiel de leurs revenus. Et pour les entreprises, c'est aussi une aide qui intervient indirectement pour les entreprises. Pour les entreprises, il y a en plus différentes aides comme le fonds de solidarité, donc des subventions aussi, pour compenser la baisse d'activité des entreprises. Des sommes considérables. À ça s'ajoute même le soutien des prêts des banques, c'est ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État, les prêts PGE. Donc les banques pouvaient octroyer donc, des prêts aux entreprises à un taux tout à fait résiduel, 0,25%. Et ces prêts étaient garantis à 90% par l'État. Donc ça a très bien marché. Donc ça aussi, c'est un coût indirect pour l'État, pour la partie qui ne serait éventuellement pas remboursée. On évalue, les dernières estimations sont très faibles. On pense qu'il n'y a que 3% des entreprises qui pourront probablement pas rembourser ces prêts garantis par l'État, sachant qu'on a quand même distribué 130 milliards d'euros quand même de prêts. Pareil. Alors là, donc vous voyez, toutes ces mesures, c'est des mesures de politique budgétaire. C'est des dépenses budgétaires qui ont été très importantes. Et bien sûr, le déficit budgétaire en 2020 et 2021, il s'est accru dans tous les pays du monde. Alors il s'est accru à la fois parce qu'il y a eu hausse des dépenses, comme celle que je viens d'évoquer, mais aussi et pour des raisons pour des montants quasiment identiques, parce qu'il y a eu baisse des recettes. Il ne faut jamais oublier ce double phénomène. En fait, en période de crise, les recettes publiques, elles baissent spontanément parce qu'il y a moins de consommation, donc moins de TVA, moins de rentabilité des entreprises, donc moins d'impôts sur les sociétés. Donc en fait, dans la croissance très forte du déficit budgétaire, qui en France est passé d'à peu près 2-3% du PIB à 8-9%, donc qui est par 3 quasiment, en 2020, et puis resté à un niveau très élevé en 2021. Cette croissance très importante, en fait, la moitié, c'est la hausse des dépenses, la moitié, c'est la baisse des recettes. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? En 2020, donc vous savez, très forte chute de la production, de l'activité en France, du PIB, et on a perdu 8% d'activité. C'est énorme. Ça représentait 200 milliards d'euros de production de richesse. On aurait pu imaginer que ces 8% de manque de richesse créés, on les répartisse sur tous les citoyens. En gros, c'est un 12e de l'année, 8%. Donc on aurait pu dire à chacun, on vous enlève un mois de salaire, par exemple. Bon, vous n'avez pas encore de salaire, mais bon, voilà, votre enseignant et moi, on n'aurait pas été contents. Fort heureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Vous savez qu'on a réussi à maintenir justement le pouvoir d'achat global des ménages grâce à ces mesures. Donc, ça veut dire concrètement quoi qui s'est passé? Que l'État justement a emprunté ces 200 milliards d'euros. Et c'est là où le lien se fait avec la politique monétaire. C'est que s'il avait emprunté ces 200 milliards d'euros de manière, je dirais, classique, c'est-à-dire en empruntant aux épargnants. Les épargnants, par exemple, ceux qui ont des placements d'assurance vie. L'assurance vie, vous savez, c'est surtout des placements en fait, qui servent à acheter des emprunts d'État, beaucoup. Donc si l'État avait emprunté, en France comme ailleurs, c'est ce que je dis pour la France, c'est valable aussi pour les pays voisins, si l'État avait emprunté de manière classique aux épargnants, la conséquence ça aurait été quoi? Ça aurait été de faire grimper très fortement les taux d'intérêt. Il y aurait une très forte demande d'emprunt, donc le prix de l'argent, le taux d'intérêt aurait grimpé. Et donc pour l'État, c'est-à-dire pour nous tous contribuables, puis vous contribuables dans quelques années, important. Eh bien, ça veut dire qu'évidemment, vous auriez dû payer tous les ans les taux d'intérêt très élevés sur cette dette, sur ces nouveaux emprunts. Pour éviter cet inconvénient majeur quand même, quand on emprunte 200 milliards, taux d'intérêt ça va vite, pour éviter cet inconvénient majeur, la politique monétaire est arrivée, les banques centrales sont intervenues et elles ont indirectement prêté quasiment l'essentiel de ces besoins des États. Donc en gros, vous voyez, l'État avait besoin de 200 milliards, la Banque centrale a prêté, il n'y a pas de chiffre officiel. Mais l'essentiel, on estime les 2 tiers, le FMI dit les 2 tiers, l'essentiel de ces 200 milliards, en fait, ont été prêtés par la Banque centrale, qui a créé de l'argent, c'est la création monétaire. Et l'avantage, c'est qu'en créant cet argent, on a pu maintenir les taux d'intérêt très faibles. Et donc l'État a emprunté, en France, autour de 0%, voire même parfois un taux négatif. Donc là, on voit, et ça c'est la politique monétaire, c'est la Banque centrale qui a décidé de racheter ses emprunts d'État, en France et ailleurs, pour éviter de faire grimper les taux d'intérêt, auxquels l'État, donc nous tous contribuables, empruntons. Donc on voit bien l'articulation très importante là, entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Si la politique monétaire était restée dans son coin, en disant débrouillez-vous, là ok, vous avez un petit problème avec la crise du Covid,
Vous avez besoin de 200 milliards, ben, empruntez-les, hein, voilà, les épargnants dans le monde. Hein. Donc on aurait pu emprunter 200 milliards aux épargnants du monde, hein, mais les épargnants, ils nous en ont profité. Ils auraient dit, bah, ok, on vous prête à 2%, 3%, 4%. Donc sur 200 milliards, ça fait des sous quand même tous les ans. Hein. Donc voilà, donc l'articulation sur un exemple très très concret et récent, pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment que les politiques dans leur ensemble s'ajustent et se coordonnent, ce qui a été très bien le cas, je veux dire, dans le traitement de la crise sanitaire. Alors, l'objectif principal, vous le savez, c'est en effet la stabilité des prix, et pour ça, on le fixe, hein, on mesure, on a choisi de le déterminer à 2%. Alors, pourquoi déjà l'objectif principal la stabilité des prix? Parce qu'on estime que c'est là-dessus que la politique monétaire est la plus efficace. Mais, je parle de la Banque Centrale Européenne, là, qui en effet a cet objectif principal, stabilité des prix, mais elle a aussi d'autres objectifs, il ne faut jamais les oublier. Donc, objectif principal, stabilité des prix, mais après, il y a les objectifs secondaires qui interviennent après et qui sont accompagner les politiques économiques, accompagner la croissance, accompagner le plein emploi, accompagner la protection sociale. Donc ça fait partie des objectifs aussi de la Banque Centrale Européenne, ça. Pas l'oublier quand même. Alors c'est vrai qu'il y a une hiérarchie, on met la stabilité des prix au-dessus, parce qu'on estime que c'est là-dessus qu'on est le plus efficace, l'outil politique monétaire, les outils politiques monétaires. Et sur les autres outils, la politique budgétaire ou les politiques structurelles sont plus efficaces, mais la politique monétaire, en tout cas dans les statuts de la Banque Centrale Européenne, doit aussi intervenir sur ces objectifs de croissance, d'emploi, de protection sociale. Alors, le chiffre de 2% qui a été décidé pour traduire la stabilité des prix, évidemment, il peut poser question, parce que vous dites, la stabilité des prix, c'est 0%, c'est pas 2%. Hein. Quelle drôle d'idée, quand même. Hein. C'est ce que vous dites, bien sûr. Hein. Alors, bon, déjà, toutes les banques centrales, quasiment, ont choisi 2%. Bon, non, c'est pas une excuse, on peut tous se tromper. Hein. Enfin, bon. Alors, c'est relativement récent. À l'échelle des banques centrales, c'est récent. À l'échelle de votre âge, peut-être moins. Mais la première banque centrale, je crois, qui a choisi 2%, c'était la Nouvelle-Zélande, il y a un peu plus de 20 ans. La Banque Centrale Européenne, dès sa création, en 1999, hein, donc il y a maintenant 23 ans, donc elle a choisi en effet cet indicateur, ce seuil, cette mesure de 2%. Et puis la Banque Centrale Américaine, beaucoup plus récemment, en 2012, elle a choisi en effet ce seuil de 2%. Donc il y a une sorte de consensus là-dessus. Alors pourquoi pas 0%? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des aléas de prix qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, les aléas climatiques. Hein. Donc là, il fait beau, c'est super, mais bon, résultat, peut-être pour l'agriculture, c'est moins bon, moins bien. Bon, ça dépend de l'agriculture, mais en tout cas, il y a des aléas agricoles qu'on ne maîtrise pas. Et puis, si d'un seul coup, il y a la grêle en Champagne, ben, voilà, il y a moins de raisins, moins de champagne, et donc les prix vont augmenter. Et ça c'est pas maîtrisable. Donc ça, c'est une première raison. Les aléas aussi liés aux événements internationaux. Ben, là, en l'occurrence, évidemment, l'Ukraine, ça va faire flamber les prix d'énergie qui avaient déjà commencé avant. Ça ne va pas s'arranger. C'est des aléas aussi qu'on ne maîtrise pas, bien sûr. Donc, il est normal de prévoir une sorte de marge de manœuvre pour ces aléas internationaux, climatiques, etc. Une deuxième raison, c'est que on veut éviter d'être trop près de zéro et de ce qu'on appelle la déflation. Alors, on en reparlera tout à l'heure, la déflation. Hein. La déflation, c'est quand les prix, vous savez, baissent, mais de manière générale. Ce n'est pas juste un ou deux prix qui baissent. Un ou deux prix qui baissent, à la limite, pourquoi pas, c'est pas gênant. Mais c'est une baisse généralisée des prix, et ça, on le verra, c'est un vrai problème, c'est grave. C'est aussi grave qu'une inflation trop forte. Et puis une troisième raison, 2%, c'est qu'un tout petit peu d'inflation, c'est un peu dynamisant aussi pour l'économie. Pourquoi? Ben parce que vous savez que les prix vont augmenter de 2%, donc vous êtes incité à ne pas trop attendre pour prendre des décisions. Par exemple, vous voulez acheter une machine, vous voulez investir, vous voulez acheter un appartement hein, pour un particulier, vous voulez même consommer pour acheter un appareil. Hein. Bien, vous dites, voilà, les prix augmentent 2% par an en moyenne, donc si j'ai les sous maintenant, pas la peine d'attendre un an. Quoi. Donc ce petit seuil, il a aussi un petit côté un peu dynamisant pour l'économie. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles, en effet, on fixe la stabilité des prix à 2%. Alors sinon, quand même, préciser bien sûr les avantages de la stabilité des prix, qui vont de soi. C'est bien sûr parce que pour les ménages, c'est un élément de maintien du pouvoir d'achat, hein, bien sûr. Et puis pour les entreprises, c'est un élément de la compétitivité. Donc chacun y gagne.
à maintenir la stabilité des prix, et chacun y perd. Si les prix augmentent trop, on le voit aujourd'hui, c'est compliqué en termes de pouvoir d'achat pour les ménages. Donc voilà, la stabilité des prix, c'est un impératif aussi qui trouve son sens dans la finalité, dans ce qu'il représente, ce qu'il induit comme conséquence favorable pour les différents acteurs économiques. Alors voilà une bonne illustration, je surveille l'heure, je suis bavard. Voilà une bonne illustration des phases de très grande inflation. Donc à gauche, vous avez l'Allemagne dans les années 20, où l'inflation était de 100% par jour. Vous avez un doublement des prix tous les jours. Alors là, c'est compliqué, parce que j'ai fait de course depuis 2 jours, je me souviens plus des prix là. Donc là, vous voyez, la personne, elle brûle carrément les billets de banque pour alimenter son feu. Pourquoi? Parce que avec ces billets de banque, elle peut acheter du bois, certes, pour faire son feu de cheminée, mais elle pourra acheter moins de bois que ce que chauffent ces billets de banque. Donc en fait, c'est plus intéressant. Elle fait son calcul, bon, je ne peux pas vérifier, mais elle fait son calcul, donc il vaut mieux brûler les billets de banque plutôt que d'acheter du bois avec. Là, ça craint quand même. Les années 20, donc vous savez, cette hyperinflation allemande qui a traumatisé les Allemands et bon, qui explique, comme on dit souvent, leur crainte encore plus forte, probablement que chez les voisins, que chez nous, de l'inflation excessive. Et puis à droite, vous avez le Venezuela qui a connu aussi une hyperinflation. Et là, carrément, on préfère utiliser les billets de banque, le papier de toilette, parce que ça coûte moins cher. L'inflation, les prix multipliés par 1000 en un an, et par 1000. Donc un conseil, si vous baladez à l'étranger, et dans les toilettes, vous voyez les billets de banque à la place du papier de toilette, méfiez-vous. C'est qu'il y a un problème d'inflation. Bon, c'est évidemment des illustrations un petit peu caricaturales, non, parce que c'est des réalités, mais excessives. Mais le Venezuela, c'est quelques années, c'est pas 1920. Donc la réalité de l'hyperinflation, malheureusement, c'est quelque chose qui peut revenir et qui revient de temps en temps dans des pays dont l'économie dysfonctionne de manière très importante. Alors, un mot sur l'inflation aujourd'hui et l'inflation liée à la crise sanitaire. Donc là aussi, c'est intéressant, à travers, je disais, la crise sanitaire, d'évoquer un peu les mécanismes économiques. Alors, on voit que traditionnellement, dans une crise, il y a normalement une première phase où la demande baisse. C'est souvent ça, la tradition d'une crise, la demande baisse. C'est le cas de la crise sanitaire, bien sûr, la demande a baissé parce que soit les gens étaient privés d'emploi, soit ils ne pouvaient pas consommer parce que vous ne pouviez pas aller au resto, troquer, voir vos copains, etc. Donc, privation de consommation, de fait. Donc, il y a une baisse de la demande. Et cette baisse de la demande, mécaniquement, sur les prix, elle tire plutôt les prix vers le bas. Le problème, c'est la question de l'offre et de la demande. S'il y a moins de demande, c'est pas à ce moment-là que les vendeurs ils vont monter leurs prix, bien sûr. Dans un premier temps, en général, une crise, elle tire plutôt les prix vers les bas. Et en 2020, d'ailleurs, on a vu, les prix en France, ils ont augmenté, ils étaient proches de 0% en fin d'année. 0%. C'était il y a 1 an et demi, c'est pas si vieux. Et puis après, il y a une deuxième phase traditionnelle, c'est la phase de reprise, où là, au contraire, c'est la reprise, donc par définition, la demande augmente fortement. On veut reprendre l'activité. Donc la demande augmente fortement. Et donc, par contre, ça pousse les prix à la hausse. Donc je rappelle qu'en 2020, donc, on a baissé de 8% l'activité, le PIB. Et en 2021, la progression de l'activité en France, c'était plus 7%. Plus 7. Donc ça veut dire que d'un seul coup, on veut augmenter de 7% toute la production. Et donc, on réclame plus 7% de consommation de matières premières, plus 7% de consommation de pétrole, d'énergie. Donc, inévitablement, ça pousse plutôt les prix à la hausse. Mais pour nous c'est une poussée de reprise assez traditionnelle, de reprise après crise. Et donc, c'est pour ça qu'on emploie le terme de bosse, en disant pour nous, vous voyez, ok, les prix augmentent, c'est vrai, on a terminé l'année autour de 3% en France, mais pour nous, après ça revient. Et en décembre, c'était notre prévision, en tout cas en décembre, on pensait que les prix reviendraient à leur niveau, disons, naturel, normal, c'est-à-dire 2%, en fin d'année 2022. Ça, c'est notre prévision de fin d'année, de début 2022. Ok? Bon, j'enlève ma veste, que je commence à avoir chaud. Tellement beau à Dijon. Alors, évidemment, ça c'était avant. Et entre-temps, il y a eu donc la guerre en Ukraine. Donc on verra quelles sont les nouvelles prévisions que j'évoquais tout à l'heure, que fera la Banque de France dans 15 jours, dans 10 jours. Vraisemblablement, elles sont un peu modifiées, c'est sûr. Donc on voit bien que là, il y a de nouveau une accélération de la hausse des prix, due à la hausse de l'énergie notamment.
puisqu'on est très dépendant de l'énergie du gaz russe. Hein, la moitié du gaz importé en Europe quasiment vient de Russie. Donc il y a une pression sur les prix de l'énergie, il y a une pression aussi sur les matières premières, par exemple on importe beaucoup d'aluminium hein, de Russie. Donc aujourd'hui, quand on regarde les prix à fin février, on voit qu'en effet ça a un peu grimpé, que la France est, fin février, hein, sur une tendance annuelle de 4% de hausse des prix, c'est la tendance sur un an, hein, 4%. Donc il y a 15 mois on était à 0, hein, donc c'est une belle différence. L'Europe est autour de 5-6%, hein, un peu au-dessus. Les États-Unis sont carrément entre 7 et 8%, encore plus au-dessus. Bon, ça tient notamment aux dépendances avec l'énergie importée, par exemple. Hein. Ça tient aussi parfois à d'autres phénomènes. Par exemple, aux États-Unis, bon, il y a un certain nombre d'économistes qui pensent que la situation de monopole de quelques entreprises, notamment dans le numérique, fait qu'ils ont la facilité à augmenter leurs prix plus facilement. Et donc, il y a une part de cette augmentation qui est quand même importante, hein, 7 à 8% sur un an, qui serait facilitée, qui serait due à des situations de monopole de quelques grandes entreprises. Bon. C'est un avis qui est discuté, hein, mais en tout cas qui est intéressant. Donc c'est vrai qu'on voit là ce phénomène de bosse, peut-être qu'il va durer plus longtemps que prévu, quoi. Hein, peut-être plus longtemps que 2022. À suivre, à suivre. Alors, le troisième paragraphe est intéressant aussi parce que c'est l'occasion d'expliquer, de rappeler comment fonctionne le calcul des prix. Hein, quand on dit aujourd'hui, donc la France, on est à peu près à 4% sur un an, d'où ça sort, hein, ça sort pas de mon chapeau. C'est une enquête, bien sûr, ce sont des enquêtes de l'INSEE, hein, c'est l'INSEE qui fabrique l'indice des prix. Et l'INSEE, donc, réalise plusieurs centaines de milliers de relevés de prix chaque mois. Centaines de milliers, un truc colossal. Hein. Et elle agrège en fonction de la répartition de la consommation des ménages. Donc, par exemple, dans la consommation des ménages, en moyenne, on consacre 18% à l'alimentation. 18%. Hein, je ne sais pas si les étudiants ont plus ou moins, bon, je réfléchirai. Gros mangeurs, petits mangeurs. 18%. Ce qui est compliqué en période de crise, c'est que les habitudes de consommation changent. Et là, je fais rappel à votre souvenir assez récent, il y a 2 ans, avril 2020. Avril 2020, vous savez, le premier mois de confinement, là. On est tous terrés chez soi, à regarder Netflix, là. Hein. Je vais regarder autant de séries de ma vie. J'espère que vous avez vu tous les Vikings. Hein. Série des Vikings. Je ferme la parenthèse. Et donc, en dehors des Vikings, qu'est-ce qu'on a fait en avril 2020? Vous avez fait quoi? Vous avez mangé. Bravo. Faut t'avouer à m'y pardonner. Vous avez mangé. Et en effet, on a tous mangé beaucoup. Enfin, plus d'habitude. Et résultat, la part de la consommation en avril 2020, c'était pas 18%, c'était 36%. Car ça a doublé. Ça a doublé. Vous savez qu'on a pris 2 kilos hein, en 2020. Bon, après, vous avez tous repris votre silhouette de star, mais bon. Pas tous. Alors évidemment, c'est compliqué ça parce que, comme à l'avance, on ne sait pas que d'un seul coup, les ménages changent leur habitude de consommation. Donc en avril, on s'est un peu planté, en avril 2020, on s'est un peu planté dans le calcul de l'indice des prix, bien sûr. Parce qu'on avait gardé cet indicateur, cette pondération, à 18%. Alors après, bien sûr, on enquête, hein, on s'en rend compte. Et donc on a corrigé l'indice des prix en fin d'année. Et on a rajouté, ça représentait plus 0,2%. C'est pas énormément plus. Hein. Voilà, mais c'est l'occasion d'expliquer comment ça fonctionne. Et c'est important parce que, comme la politique monétaire agit sur les prix, si on se plante dans la mesure des prix, bien sûr, ben on va se planter dans nos mesures, dans nos politiques, hein, dans nos décisions. Hein. Donc il faut essayer d'avoir une mesure des prix qui soit la plus juste et la plus efficace possible, et ce qui est encore plus compliqué en période de crise. Alors, pour terminer sur l'inflation, à moyen terme, il y a beaucoup de débats pour savoir est-ce qu'il y a des facteurs qui vont plutôt tendance à pousser les prix à la hausse dans les années qui viennent. Et là, je donne des exemples de facteurs qui pourraient en effet, alors il y a débat hein, là-dessus, oui, l'économie, matière à débat. Hein. Donc le vieillissement de la population, heureusement que vous êtes là pour compenser. Donc pourquoi le vieillissement de la population pourrait pousser les prix à la hausse? Eh bien parce que si la partie de ceux qui ne travaillent pas, les vieux entre guillemets, enfin, sans guillemets, si la partie de ceux qui ne travaillent pas est plus importante, ça veut dire qu'en face de la demande, l'offre est moins importante. Or le prix, vous savez, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc si la demande reste la même
mais qu'en face l'offre est plus faible parce qu'il y a moins de gens qui travaillent, bah, inévitablement, c'est un peu une pression à la hausse des prix. Ok? Alors après, autre facteur qui peut pousser à la hausse des prix, la relocalisation d'activités. On a beaucoup parlé avec la crise sanitaire. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la mondialisation et voir que voilà, si on veut des masques, bah, c'est les Chinois qui nous les vendent. Hein. J'ai une petite parenthèse à Reims. Moi, j'étais donc au début de la crise, j'étais à Reims hein, jusqu'à l'été 2020 comme directeur de succursale. Et près de Reims, il y a un petit aéroport, Vatry. Personne ne connaît. Hein, quelqu'un connaît Vatry? Si? Non, c'est en général, personne ne connaît. Je suis tranquille. Bon, et donc, c'est pas jamais rien. C'est tranquille, c'est bien pour les riverains. C'est un aéroport mondial. Pas trop bruyant. Et là, par contre, c'était super gâté en avril en 2020, premier semestre 2020, parce qu'il y a les gros cargos qui apportaient les masques venaient à Vatry pour décharger un peu les aéroports parisiens. Et les Chinois, par exemple, ils ont vendu quand même en 2020 plus de 200 milliards de masques. 200 milliards de masques. Hein. Alors oui, même à 20 centimes le masque, ça fait des sous quand même. Hein. Donc, bon, puis ça encore, bon, les masques, on peut dire après on en fabrique en France, mais il y a aussi tous les produits sanitaires, etc. Donc, c'est vrai que c'est cette question de la mondialisation, jusqu'où il faut aller. C'est pas une question nouvelle, mais elle était encore plus actuelle. Elle a trouvé une actualité croissante, on peut dire, avec la crise sanitaire. Et donc, fort justement, beaucoup pensent qu'il faut récupérer une partie de cette activité en Europe. Hein, c'est la fameuse réindustrialisation, etc. Qui concerne notamment les nouvelles activités, d'ailleurs peut-être plus que les anciennes à rapatrier, comme par exemple les batteries électriques. Donc tout ça, c'est très bien, ok, mais pas se faire des gens, c'est un coût. Hein. Si on les fabrique en Asie, c'est pas pour le plaisir, hein, c'est parce que ça coûte moins cher. Alors on peut très bien décider, parce que c'est un argument tout à fait légitime et respectable, de dire on préfère payer plus cher, un peu plus de prix, un peu plus de hausse des prix, donc un peu moins de pouvoir d'achat, hein, mais on a une indépendance stratégique qui nous paraît nécessaire. Donc voilà, ça c'est un exemple aussi de ce qui pourrait pousser aussi un peu les prix à la hausse dans les années qui viennent. Ensuite, la transition climatique très importante. Hein. Les jeunes générations, j'espère, vous êtes tous convaincus de cette urgence de transition climatique. Ben, ça aussi, ça a un coût, parce que les énergies renouvelables qu'il faut développer, elles coûtent quand même plus cher que les énergies traditionnelles parce qu'elles sont intermittentes, donc il faut stocker plus d'énergie, mais c'est un coût qui est probablement indispensable. Donc ça aussi, il faut l'assumer. De même, le coût de la transition, c'est par exemple transformer une usine qui fait des voitures thermiques en une usine qui fait des voitures électriques. Bon, ben, c'est un coût d'investissement colossal. Et donc, ça aussi, il faudra bien l'intégrer quelque part, ce coût. Hein. Donc, dans le prix des voitures, dans un prix de quelque chose. Quoi. Donc, tout ça, ça peut pousser en effet les prix à la hausse. Et enfin, les revalorisations salariales éventuelles. Donc, là aussi, la suite de la crise sanitaire, ce qu'on appelait les premiers de corps D, hein, c'est-à-dire les gens qui, en effet, étaient là tout le temps parce qu'on avait besoin de manger, donc l'alimentation, et qui ne sont pas nécessairement les mieux rémunérés, bien au contraire. Bon, peut-être c'est l'occasion d'améliorer leurs conditions, donc de revaloriser un certain nombre de salaires de métiers qui sont mal rémunérés. Et tout ça, ça peut pousser aussi, bien sûr, les prix à la hausse. Donc, vous voyez, donc, il y a toute une série de facteurs sur lesquels on s'interroge qui pourraient faire qu'en effet, les prix soient un peu plus élevés qu'avant la crise. Mais avant la crise, de toute façon, pour nous, Banque Centrale, ils n'étaient pas assez élevés. On était souvent en dessous de 2%. Hein. Voilà, donc ça ne me dérange pas qu'il y ait un petit plus après la crise. Bon, là, aujourd'hui, on est nettement au-dessus, hein, c'est clair. Alors, je vous disais, la déflation, voilà, c'est comme l'inflation. Et vous voyez à la tête de ce personnage qu'il est vraiment aussi terrifié par la déflation de l'inflation. Donc, c'est une bonne démonstration. Alors, la déflation, c'est donc, je le disais, la baisse généralisée des prix. Et pourquoi c'est problématique? Parce que si tous les prix baissent, ça bloque les décisions, ça retarde les décisions. Si vous voulez acheter un frigo, mais vous savez qu'en ce moment les frigos ils baissent de 5% tous les mois, vous dites attends chérie, on va attendre un peu quand même, hein. Chérie, hein, hop, on attend un peu, et puis 1 mois, 2 mois, etc. Vous êtes entrepreneur, vous investissez, vous voulez acheter une machine, vous avez vu les investissements là, la grosse machine qu'on va acheter, elle a baissé de 5% depuis il y a 2 mois. On va attendre un peu, quoi. Bon, donc la déflation, quand tous les prix baissent, ça bloque les décisions, ça retarde les décisions. Donc c'est très mauvais pour l'économie aussi, hein, exactement comme l'inflation trop élevée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment naviguer entre déflation et inflation. C'est pour ça qu'on ne peut pas être à 0, parce qu'à 0, on serait trop près de la déflation, et qu'on préfère être à 2%. C'est plus prudent. Alors, la politique monétaire. Donc on va attaquer la politique monétaire conventionnelle. L'outil principal, hein, vous le savez, ce sont les taux directeurs, puis après on verra la politique monétaire dite non conventionnelle.
Alors la politique monétaire de la zone euro, elle est décidée par ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, qui se réunit à Francfort toutes les 3 semaines, et qui est composé donc des patrons des 19 banques centrales de la zone euro, et de ce qu'on appelle le directoire, 6 personnes permanentes, donc 19 et 6, c'est 25. 6 personnes permanentes, c'est le président, enfin la présidente en l'occurrence, un vice-président et 4 membres qui représentent les grands pays. Donc les grands pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, en fait, ont 2 représentants, leur patron de banque centrale et un membre du directoire. Ce qui est intéressant, et peut-être original, c'est que les décisions sont prises à la majorité et un homme, une voix. Ça veut dire que le patron de la Banque centrale de Malte, qui a l'euro, en théorie, il pèse autant que le patron de la Bundesbank. C'est pas pour atteindre la population, l'économie, quoi. Alors ça, c'est la théorie. Dans la réalité, quand on écoute notre gouverneur, qui nous en parle de temps en temps, il nous dit, après, il y a quand même des patrons de banque centrale qui sont un peu plus influents que d'autres. Donc, on peut penser que quand le patron de la Bundesbank ou le patron de la Banque centrale, la Banque de France, intervient, son poids dans la discussion, même si objectivement c'est une voix, son poids dans la discussion est quand même plus important. Donc voilà, la théorie doit quand même être relativisée par la réalité, ce qui est normal quand même, parce que c'est l'économie. Donc l'économie maltaise, je ne vais pas la sous-estimer, bien sûr, mais bon, c'est quand même pas l'économie allemande ou l'économie française. Ceci dit, cette règle d'unanimité, de la majorité très important, c'est aussi une règle d'efficacité par rapport, par exemple, au fonctionnement du Conseil européen. Donc, vous savez, le Conseil européen, chef d'État, eux, ils travaillent pas sur tous les sujets, mais sur les sujets les plus importants, ils travaillent à l'unanimité. Ce qui n'est pas simple, 27 pays, et encore, on n'a plus nos amis anglais, c'est un peu les choses, mais bon. Donc, on voit bien, par exemple, au début de la crise sanitaire, on voit bien le délai de réponse entre la Banque centrale européenne, politique monétaire, et le Conseil européen, la Commission européenne, politique budgétaire européenne en quelque sorte, parce que l'un travaille à la majorité et l'autre travaille à l'unanimité. La Banque centrale européenne, quand la crise a éclaté en mars 2020, ils ont mis une semaine à prendre des décisions très importantes, qu'on verra là, de distribuer très largement donc des financements. Ils ont mis une semaine, le gouverneur nous raconte, on a fait une réunion numérique bien sûr, et en 3 jours c'est plié, quoi. Le Conseil européen, il a mis un peu plus de temps, puisque la décision importante qu'il a prise est intervenue en juillet 2020. Et vous savez, une décision très importante, par contre, remarquable, historique, c'est un emprunt historique de 750 milliards d'euros européens. 750 milliards d'euros, c'est jamais vu dans l'histoire de l'Europe. Donc on a mutualisé nos ressources pour soulager les effets de la crise. Après, cet argent a été distribué, est en cours de distribution, en fonction des besoins de différents pays. C'est très intéressant parce que on peut dire, ok, mais à quoi ça sert que l'Europe emprunte, puisque déjà les États empruntent chacun dans leur coin? Oui, mais l'Europe, compte tenu de sa puissance, sa crédibilité, elle emprunte aux meilleures conditions, bien sûr. Donc, quand l'Europe, elle emprunte aujourd'hui à 0%, alors que l'État italien, il emprunte à 0,6%, par exemple, vous voyez. Mais cet écart, ça ne paraît pas énorme, mais quand vous empruntez des centaines de milliards d'euros, c'est pas rien. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Europe, c'est pour sa puissance. Et bon, on sait que l'Europe avance souvent, on le dit, pendant les crises. La crise sanitaire a accéléré l'intégration européenne, avec cet événement historique, cet emprunt de 750 milliards d'euros. Malheureusement, la guerre en Ukraine, elle va aussi, c'est peut-être une bonne chose par contre, probablement, accélérer aussi l'intégration européenne. On le voit aujourd'hui, les réactions très rapides de l'Europe. Alors voilà comment fonctionne donc ce Conseil européen à la majorité, ce qui lui donne évidemment une souplesse tout à fait considérable. Entre parenthèses, on parle anglais à la Banque centrale européenne. C'est la langue de travail, c'est la seule langue. Donc là aussi, il n'y a pas 27 traductions. Mais l'air de rien, ça facilite les choses. C'est un peu paradoxal parce que les Anglais ne sont pas dans l'Europe, ils ne sont même plus dans l'Europe, pas dans l'Union européenne. Et si vous voulez bosser à la Banque centrale européenne, c'est à quoi je vous invite, n'hésitez pas. Bien, voilà, pour parler, bien sûr, couramment anglais, ça va de soi. Alors, cette politique monétaire conventionnelle. Donc, un petit rappel sur la création monétaire, que vous connaissez bien, j'imagine. Donc, pour rappeler que, bien sûr, ce sont les crédits qui font les dépôts, loans make deposits, comme on dit. On fait un petit peu d'anglais dans les conférences, c'est bien. Donc, c'est parce qu'une banque accorde un crédit à une entreprise ou à un particulier qu'elle augmente le stock de monnaie, qu'elle crée la monnaie. Vous rentrez dans la banque, vous avez 0 sur votre compte en banque, votre chargé de clientèle il vous accorde un prêt
un prêt de 1 000 €, ben, vous ressortez de la banque, sur votre compte, il y a 1 000 €. Donc c'est bien la création monétaire. Et bien sûr, quand vous remboursez le crédit, ben, il supprime ces 1 000 € de votre compte, donc c'est la destruction monétaire. Donc ça, c'est bien le boulot des banques commerciales, hein, qui pour l'essentiel assurent la création monétaire. Et en fait, les banques centrales, donc, elles n'ont pas de rôle direct dans la création monétaire, elles ont un rôle d'influenceur, à travers des outils qu'on va voir. Mais c'est un rôle d'influenceur, c'est pas un rôle direct. Donc au travers, là on est dans la politique monétaire conventionnelle, au travers de ce qu'on appelle le refinancement. Donc le refinancement, hein, c'est quoi? Eh bien c'est le fait que la banque commerciale donc, a besoin pour assurer ses liquidités d'emprunter auprès de la banque centrale. Pourquoi elle a besoin pour sa liquidité? Ben parce que les banques commerciales, elles ont tout un compte à la banque centrale, hein, Société Générale, Crédit Lyonnais, LCL, ils ont tous un compte à la Banque de France, et puis ils se font des mouvements entre eux, hein, parce que vous êtes au LCL et votre voisin, il est au Crédit Lyonnais, et vous lui avez fait un petit chèque sympa, un virement, et voilà, donc ça fait des mouvements concrètement entre les comptes de la Générale et de LCL à la Banque centrale. Et ces comptes-là, ils ne peuvent pas être négatifs, c'est la règle du jeu. Donc si ils vont être négatifs, ben, aussitôt la banque commerciale, hein, pour éviter que ce soit négatif, elle va emprunter la liquidité qui lui manque, et elle va l'emprunter donc aux autres banques ou à la Banque centrale. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient la politique monétaire. Alors le principe du refinancement, c'est que donc bien sûr, les taux auxquels la Banque centrale prête aux banques commerciales doivent influencer les taux servis à la clientèle. C'est le principe. Mais ça n'a rien d'automatique, hein. Donc si, par exemple, comme aujourd'hui, on prête à 0% aux banques commerciales, hein, c'est le cas, la Banque centrale européenne, depuis plusieurs années, prête à 0% aux banques commerciales, de manière à ce qu'elle reprête aux acteurs économiques, aux entreprises, aux particuliers pas cher. Donc ça fonctionne bien. Mais supposons que du jour au lendemain, les acteurs économiques, les entreprises et particuliers, ils soient tétanisés parce que, parlons pas de malheur, mais la guerre s'étend en toute l'Europe, même à des taux très faibles, c'est pas pour autant qu'ils vont se mettre à emprunter. Donc vous voyez que ce système n'est pas automatique et qu'il peut y avoir des effets, notamment il y a la confiance, ou au contraire la méfiance, l'incertitude, qui font que le cheminement est bloqué et malgré l'impulsion de la Banque centrale, qui prête pas cher aux banques commerciales, eh bien le chaînon supplémentaire entre la banque commerciale et la clientèle finale, un particulier entreprise, ne fonctionne pas. Donc il peut y avoir des fuites, bien sûr, significatives. Alors, on rappelle donc bien les deux blocs, hein, mais vous connaissez, je pense, le financement des agents non financiers, entreprises et particuliers, donc c'est la banque commerciale qui les finance, et le refinancement, c'est la banque centrale qui refinance les banques commerciales, c'est le principe général. Donc, la politique monétaire conventionnelle, elle obéit, elle fonctionne avec trois taux directeurs. Le premier taux directeur, c'est le principal, celui auquel on prête aux banques commerciales. Donc ce taux aujourd'hui est à 0%. Donc à l'époque, la politique monétaire conventionnelle, c'est un taux auquel on prêtait aux banques commerciales avec des appels d'offres qui avaient lieu toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on disait aux banques commerciales combien vous voulez emprunter. Et puis elles donnaient leur montant. En général, elles disaient moi je voudrais emprunter 10 milliards et je suis prêt à emprunter jusqu'à 1%. 1%, je pourrais payer. Au-delà, non, ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà, chaque banque faisait sa demande, et après, c'est un appel d'offres. Nous, on disait, nous, on a calculé que pour que l'économie fonctionne bien, il faut qu'on vous prête globalement, à vous les banques, à peu près 100 milliards, cette semaine, 100 milliards. Des ordres de grandeur, hein, qui ne sont pas aberrants. Hein. Donc, on vous prête 100 milliards, et on commence à servir celles, évidemment, qui ont accepté qu'on leur prête au taux le plus élevé. C'est un système d'appel d'offres. Puis donc, on ne servait pas tout le monde. Parce qu'en général, les demandes des banques étaient supérieures à l'enveloppe qu'on avait prévue. D'accord? Ça, c'était l'époque de la politique monétaire conventionnelle. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, on sert tout le monde. Donc ça, c'est le principal taux directeur auquel on prêtait, et on prête toujours, hein, aux banques commerciales. Et puis après, donc, il y avait deux taux, hein, dans la politique monétaire conventionnelle, il y avait deux taux qui faisaient une sorte de corridor, hein, qui balisaient les taux auxquels les banques se prêtaient de l'argent entre elles. Il y avait un taux de ce qu'on appelle la facilité de prêt marginal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on prête toutes les semaines à 0%,
La facilité de prêt marginal, par exemple, c'était 1%. 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au taux de 1%, à tout moment, les banques commerciales peuvent venir emprunter à la Banque de France. C'est une sécurité. Le montant qu'elles veulent. Et puis, il y avait un taux qui était en dessous du taux d'intervention régulier, qui était un taux plancher, qui était là le taux où on rémunérait les placements des banques. Voilà, ça c'était avant. Alors bon, tout ça a un petit peu explosé, comme on va le voir. Et le taux interbancaire, donc c'est le taux auquel les banques commerciales se prêtent entre elles, hein, parce que pour jouer sur leur trésorerie, je l'évoquais tout à l'heure, hein, l'argent dont elles ont besoin sur leurs différents comptes. Donc elles se prêtent de l'argent, et c'est l'offre et la demande là, qui fait le taux interbancaire. Mais évidemment, nous, comme on intervient en ramenant des sous de l'extérieur, hein, évidemment, on influence sur ce taux, c'est clair. C'est un peu comme s'il y avait le marché de la tomate, vous voyez, le marché de la tomate, donc il y a les vendeurs, il y a les acheteurs, et puis nous, on est le surveillant du marché de la tomate, on a un stock de tomates, et de temps en temps, on intervient sur le marché. Tu vois, si on voit par exemple que le prix est trop haut, que la tomate est trop haut, on prend dans notre stock et on dit, allez, vous avez de la chance, on met quelques tonnes de tomates sur le marché, comme ça le prix va baisser. Inversement, si on voit que le prix est trop bas, hein, le prix est trop bas de la tomate, et bien nous, régulateurs de la tomate, ben on dit, allez, j'achète des tomates. Ça, je fais grimper le prix. Voilà. Parce que l'exemple que je donne avec la tomate, c'est ce qu'on fait avec l'argent. Sauf que l'année des tomates, on amène de l'argent, ce qui est plus simple en termes de conservation, plus facile à stocker. Donc c'est comme ça qu'on régule, non pas le prix de la tomate, mais le prix de l'argent, c'est-à-dire le taux d'intérêt, en l'occurrence le taux d'intérêt interbancaire auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles. Donc vous voyez, c'est ça, c'est l'idée du corridor. L'idée du corridor, il y a un taux plancher qui est en bleu foncé en bas, un taux qui est le taux auquel on rémunère les dépôts des banques commerciales à la Banque de France, en permanence, quand elles ont de l'argent, elles sont rémunérées à ce taux-là. Après, il y a une facilité de prêt marginal qui est la couleur bleu clair qui est en haut. Ça, c'est le taux auquel elles peuvent à tout moment dire emprunter si elles sont coincées, à tout moment, jour et nuit, quasiment, pas la nuit quand même. Bon, elles peuvent à tout moment, en tout cas, venir emprunter à la Banque de France, hein, pour gérer leur trésorerie. Et puis, entre les deux, donc, il y a les banques qui s'échangent de l'argent à un taux d'équilibre du marché. Donc, ce taux d'équilibre est nécessairement entre les deux, puisque aucune banque va aller emprunter plus cher, hein, puisqu'elle sait qu'elle a le taux plafond, facilité marginale où elle peut emprunter à tout moment. Et puis, aucune banque non plus va prêter en dessous, puisqu'il y a ce taux plancher. Donc, ce corridor a longtemps fonctionné, vous voyez, jusque dans les années 2011 à peu près, où là, on a baissé le principal taux d'intervention, taux directeur, à 0%. Et là, on peut dire que maintenant, il n'y a plus vraiment de corridor, maintenant, il y a un plancher, en fait. Il y a un plancher, tout simplement. Il y a un plancher que le taux auquel on prête aux banques, qui est de 0%, et on leur prête des quantités illimitées, hein, depuis presque 10 ans, quand même. Hein. Donc, il n'y a plus ces histoires d'appel d'offres, tout ça. Donc, vous voulez 10 milliards, on prête 10 milliards, vous voulez 100 milliards, on prête 100 milliards. On va pas être mesquin. Donc, c'est une situation évidemment qui est très différente. On continuera après sur la situation après. Alors, quand même, il y a un point important à préciser, ce qu'on appelle le collatéral. Vous connaissez le collatéral, non? Donc, le collatéral, c'est quoi? C'est les garanties que les banques commerciales amènent à la banque centrale lorsqu'elles nous empruntent de l'argent. Parce qu'on est quand même prudent, hein, on ne prête pas sans garantie. Voilà. Comme ça, c'est la règle du jeu. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si la Société Générale va emprunter 10 milliards à la Banque de France, elle doit amener 10 milliards de collatéral. Et c'est quoi ce collatéral? C'est des crédits que la Société Générale a accordés à des entreprises bien cotées à la Banque de France, ou c'est des emprunts publics que la Société Générale a achetés et qu'elle amène en garantie à la Banque centrale. Le collatéral, c'est soit des emprunts publics que la banque possède, que la banque commerciale possède, qu'elle amène en garantie, soit c'est des crédits qu'elle a accordés à des entreprises bien notées, bien cotées. Et qui c'est qui cote les entreprises? Ben, c'est Catherine et ses collègues. Hein, voilà. C'est dans toutes les succursales, la Banque de France. C'est un des boulots importants des succursales, la notation des entreprises. Alors, je ne rentre pas dans le détail, hein, bon, il y a des critères, etc. Bref, c'est une note sur 20 en gros, hein, comme à l'école. Et c'est très important, c'est très important. Et donc, si vous avez une bonne note, entre guillemets, si au-delà d'un certain seuil, hein,
En gros, plus de 10 sur 20, enfin, c'est pas comme ça que ça présente, mais en gros, c'est ça l'idée. Hein. Si vous avez une bonne note, entre guillemets, ce qu'on appelle une note éligible, eh bien dans ce cas-là, la banque commerciale qui vous a accordé cette note, elle peut aller se refinancer auprès de la Banque de France. Et donc imaginons, exemple théorique bien sûr, imaginons une banque commerciale qui n'accorde des crédits qu'à des entreprises mal cotées. Ça veut dire mal cotées, ça veut dire en situation financière difficile, hein, ça la cotation quand même. Hein. Cette banque commerciale qui accorderait des crédits qu'à des entreprises mal cotées ne pourrait jamais se refinancer à la Banque de France. Ça craint. Bon, ça n'existe pas heureusement. Hein. Et d'ailleurs, dans l'analyse de la solidité des banques, hein, notre mission de contrôle, de supervision des banques, on utilise la cotation aussi pour mesurer justement la solidité des banques. Hein, ça veut dire au travers de la cotation, on voit si en effet elles prennent trop de risques ou pas assez. Hein, c'est aussi un élément qui nous sert à ça. À la supervision des banques, à la contrôle des banques. Ok ? Alors c'est un boulot super important, ça, la cotation des entreprises, qu'on réalise en toute indépendance, parce que vous savez que la Banque de France est une structure indépendante. Hein, donc là, voilà. En toute indépendance. Et pour vous raconter une petite anecdote, hein, puisque donc, pendant 16 ans, j'ai dirigé des équipes qui faisaient ça. Dans le Champagne, par exemple, hein, dans le Champagne, il y a des grandes propriétés, des grands propriétaires, tout, quoi, petits aussi, des tailles, et plusieurs milliers de producteurs, bref. Quelques gros entreprises de Champagne, qui ont des relations importantes, bien sûr, comme toutes les très grandes entreprises. Et une fois, par exemple, il y avait une entreprise de Champagne dont on avait dégradé la cotation, parce que la situation financière de l'entreprise le méritait, hein, son objectif, les critères, les indicateurs, etc. Bref. On l'avait dégradé, et donc le patron était fumasse. Donc il avait essayé de faire joindre ses relations, il connaissait un ministre. Il y a longtemps. Et donc voilà, donc il a essayé de faire jouer sa relation. Le ministre, il a dit ouais quand même, la Banque de France, il exagère, il cote mal, etc. Bref. Parce que pour une entreprise, sa cotation, bien sûr, ça la pénalise un peu. Normal, hein. Bon. Donc le ministre, il a appelé le préfet, il a dit au préfet, regardez-moi cette histoire, là, il y a un gars qui m'ennuie, là, bref. Donc le préfet appelle le directeur de la Banque de France et lui dit, oh, je suis embêté, là, machin, il a râlé au pot du ministre. Ça. Alors nous, on est tranquille, hein, indépendants. Hein. Donc on est toujours ouvert au dialogue, bien sûr. Hein. Donc on dit, bah, écoutez, on va se rencontrer, on va discuter. Hein. De toute façon, on aurait pu le faire avant, hein. On est toujours ouvert à la rencontre, hein, on en fait beaucoup. Donc on rencontre l'entreprise, le préfet s'il veut, il est bienvenu, comme il veut. Et puis voilà, si on a des bons arguments, si on nous donne des bons arguments qui montrent qu'on s'est trompé dans la cotation, ça peut arriver, hein, personne n'est parfait, ben, on modifie la cotation. Si par contre on a bien bossé, fait notre boulot, la cotation justifiée, ben, préfet, ministre ou pas, on s'en fout. Hein. La cotation reste. Hein. En l'occurrence, la cotation, elle est restée. Yes. Bon, c'est important ça, parce que c'est la crédibilité, hein, donc c'est important. Mais voilà, parfois c'est dur, hein, parce que, une autre anecdote aussi, je me souviens, j'étais à Nîmes, dans l'assemblée de la Fédération du bâtiment. Donc, il y avait une 50aine de patrons du bâtiment, là, vous voyez, comme vous, là, ceux qui sont un peu costauds. Et donc, je présentais l'émission de la Banque de France, et notamment la cotation. À un moment, il y en a un qui se lève et qui me dit, vous êtes un tueur d'entreprise. Alors, j'ai dégainé et je l'ai lâché. Non, en fait, il voulait dire que son entreprise était mal cotée, et donc que ça le gênait. Ça gênait son entreprise. Oui, ok, c'est vrai. Alors la réponse facile hein, qu'on fait, c'est que la cotation, c'est le thermomètre. On mesure la fièvre. Mais si vous mettez votre thermomètre, hein, on va rester en exergue, hein, thermomètre, vous avez de la fièvre, vous pouvez casser le thermomètre, c'est pas ça qui va passer la fièvre. Hein. Donc c'est pas la faute du thermomètre si vous avez de la fièvre, bien sûr. C'est pas la faute de la cotation si l'entreprise a des problèmes. Voilà, là c'est réglé. Donc c'est un boulot intéressant, et puis en pleine évolution, hein, puis avec la crise sanitaire par exemple, c'était pas simple, hein, parce qu'on voulait pas gêner les entreprises trop, donc on a ajourné la cotation, vous voyez, pendant les 6 mois de la crise sanitaire, en mars 2020, on a dit on gèle la cotation, c'est trop compliqué, on voit rien, il se passe, trop compliqué, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on gèle la cotation pendant 6 mois. Puis après on a repris, en essayant d'avoir le plus d'infos sur les perspectives, parce que la cotation c'est aussi quelque chose qui se projette dans l'avenir. Quelle est votre situation dans 2-3 ans? On n'est pas là juste pour regarder le passé, on s'intéresse à l'avenir. Hein. Donc il y a beaucoup d'échanges, hein. C'est pour ça que si vous connaissez les entreprises qui sont cotées à la Banque de France, Gifler, le savent en général, qu'il ne faut pas hésiter à venir nous voir, nous parler, nous expliquer. Voilà, nous on est toujours demandeurs d'infos qualitatives. On ne se contente pas bêtement d'analyser les comptes et le bilan, hein. Ça va de soi. Le collatéral, voilà, c'est tout ça. Alors, les canaux de transmission. La politique monétaire.
Donc elle a plusieurs canaux de transmission. Bon, le canal le plus classique, bien sûr, c'est celui des taux d'intérêt, dont on a parlé. Donc la Banque centrale augmente les taux d'intérêt auxquels elle prête aux banques commerciales. Donc les banques commerciales augmentent les taux d'intérêt auxquels elles prêtent aux entreprises et aux ménages. Et donc logiquement, ça freine le crédit. L'intérêt plus élevé, le crédit est plus cher. Donc ça freine le crédit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça freine l'activité. C'est-à-dire qu'il y aura moins de consommation, moins de crédit à la consommation. Il y aura moins d'investissement, moins de crédit à l'investissement. Donc ça freine la demande. Donc ça freine la demande, ça freine les prix. Donc ça, voilà, c'est le schéma classique de la politique monétaire. Il y a les taux d'intérêt, hein, qui est le plus important, bien sûr. Après, il y a d'autres cheminements qui sont plus subtils et moins importants quand même, hein, secondaires, on pourrait dire. Hein. Donc il y a notamment ce qu'on appelle le cheminement du canal des prix des actifs. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si on augmente les taux d'intérêt, je vais prendre mon exemple, si on augmente les taux d'intérêt, donc les emprunts, les obligations rapportent plus. Hein, le taux d'intérêt, c'est aussi la rémunération des emprunts. Hein, donc c'est à la fois le taux du crédit et le taux du dépôt. Donc les obligations, les emprunts rapportent plus. Donc les épargnants et les banques aussi vont éventuellement se désengager d'autres actifs qui rapportaient plus avant. Par exemple les actions. Elles vont se dire, ben maintenant ça m'intéresse moins d'avoir des actions parce que les emprunts rapportent beaucoup plus. Donc je vais vendre des actions et je vais acheter des emprunts. Donc il y a ces transferts entre les actifs, hein, ce qu'on appelle les transferts entre actifs, donc en l'occurrence entre les actions et les obligations. Et donc ça c'est un canal aussi qui peut avoir une action, qui peut avoir des effets sur l'activité économique. Bon, mais c'est quand même plus, enfin c'est moins automatique quand même. Hein. Et puis de même les anticipations, ce qu'on appelle les anticipations, bah, ça c'est tout simplement l'annonce. Hein. Rien que le fait de dire la Banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt, ça peut inciter les acteurs économiques à ralentir un peu leur activité en se disant « Ouh là là, les crédits vont coûter plus cher, ça va être plus compliqué, donc je vais baisser un peu la voilure ». Au contraire, la Banque centrale dit « Je baisse les taux d'intérêt, ou je vais les baisser même dans les mois qui viennent ». Eh bien, les acteurs peuvent se dire ah, « Super, il va y avoir des opportunités, le crédit moins cher, donc j'accélère mes projets d'investissement, de développement, etc. » Donc les anticipations, ça c'est un peu le domaine de la psychologie. C'est important la psychologie en économie. Hein. Un bon patron de banque centrale, c'est d'abord un bon psychologue. Et, ouais. Et puis on pourrait ajouter le canal du taux de change aussi, puisque les taux d'intérêt ont un effet sur le taux de change. Donc si vous baissez les taux d'intérêt, on le voit avec le rouble, hein, on prend l'exemple du rouble, hein. Au contraire, on augmente les taux d'intérêt, hein, ce que je disais tout à l'heure. En Russie, la politique monétaire de la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt à 20%, c'est énorme. Hein. Pourquoi? Pour justement attirer l'épargne, donc attirer les placements hein, en rouble, plutôt les empêcher de fuir, et donc maintenir le taux de change du rouble. 20%, alors ok, c'est bien pour la rémunération des dépôts, mais ça veut dire que le crédit coûte très cher. Hein. Je rappelle, un taux d'intérêt, c'est sur les deux. Hein. Donc ok, ils ont choisi de maintenir le rouble, le taux de change du rouble, enfin de limiter sa dégringolade, ok, mais la contrepartie, c'est que le crédit va coûter très cher en Russie aujourd'hui. Ça veut dire que tous ceux qui veulent des crédits, hein, en particulier une entreprise, pour investir, ben, compliqué quand même. Hein. Donc inévitablement, de toute façon, l'activité, elle va ralentir hein, aussi, c'est sûr. Hein. Vraiment assez fortement. Alors, là on voit les effets de... Enfin, même pas les effets, c'est la traduction de la politique monétaire depuis 1999, depuis la naissance de l'euro. Donc on a la Banque Centrale Européenne qui est en bleu et les États-Unis, la Fed, la Banque Centrale Américaine qui est en rouge. Ça c'est à gauche. Alors vous voyez que les courbes, les taux d'intérêt, c'est les taux directeurs hein, des deux banques centrales, hein, américaines et européennes. On voit qu'elles sont assez parallèles, sauf à la fin de la période, hein, 2006 jusqu'à 2020. Donc là on voit qu'il y a une différence. La différence, c'est que les Américains ont augmenté leur taux, alors que nous on est resté à 0%. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'activité était plus dynamique aux États-Unis. Donc ils ont estimé qu'il fallait ralentir un peu, donc ils ont augmenté les taux. Alors que nous en Europe, on estimait qu'il n'y avait pas besoin de ralentir l'activité, donc on est resté à un taux très faible. Donc ça traduit cet écart de taux, tout simplement, un écart de conjoncture. Donc c'est normal hein, qu'on soit différent. Alors ça c'est quand même un gros avantage aussi de l'euro, hein, parce qu'on est indépendant en matière de politique monétaire. Vous voyez, les Américains ils font ce qu'ils veulent et nous on fait ce qu'on veut. Alors qu'avant, avec le franc, c'est très compliqué parce que c'était une monnaie évidemment, qui n'avait pas la puissance de l'euro. Et donc, on était obligé de suivre les grandes monnaies. Pourquoi? Parce que si nos taux d'intérêt étaient très différents des pays voisins,
notamment du Deutsche Mark par exemple, taux d'intérêt très différents. Qu'est-ce qu'il y avait comme conséquence? Eh bien, il y avait des fuites de capitaux de la France, par exemple, vers des pays où le taux d'intérêt était plus élevé, ou en sens inverse. Donc, c'était compliqué d'avoir des taux d'intérêt très, très différents des pays voisins, notamment l'Allemagne. Aujourd'hui, l'euro, il a sa politique monétaire indépendante, souveraine, et parfois elle est différente, vous voyez, de celle des Américains, comme on le voit dans cet exemple, parce que la conjoncture est différente, et donc les besoins sont différents. Et puis à droite, vous avez les écarts d'inflation entre les Américains en rouge et les Européens en bleu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il y a des amplitudes plus fortes aux États-Unis qu'en Europe, hein, en termes d'inflation. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à des amplitudes de croissance qui sont aussi plus fortes. Aux États-Unis, on monte plus haut et on descend plus bas. Pourquoi? Ben parce que l'économie est beaucoup plus flexible, avec avantages et inconvénients. L'avantage, en effet, c'est que l'économie redémarre très vite parce que c'est facile d'embaucher, de licencier, etc. Bon. Mais par contre, on descend plus bas. Hein. Donc quand ça va mal, par contre, le chômage, il explose beaucoup plus. Hein. Donc nous, en Europe, on a une protection sociale bien meilleure, hein, et tant mieux, je pense. Et donc, en effet, ça nous permet de ralentir un peu les chutes. Mais c'est vrai que ça freine un peu aussi les remontées. Ça joue dans les deux sens. C'est vrai pour la croissance et l'inflation qui est quand même assez liée à la croissance. Donc on voit ces écarts qui s'illustrent là par ce graphique. Alors, on va passer maintenant à la politique monétaire non conventionnelle. Donc on appelle, je vous dis, de plus en plus néo-conventionnelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a changé? Comme me disait votre enseignant, en effet, qui a beaucoup évolué. Pourquoi on a changé? Parce qu'après la crise financière 2008, on a baissé tellement les taux d'intérêt qu'on était à 0% pour le principal taux directeur. Donc on prêtait à 0% aux banques commerciales. Donc après, quand on veut encore du grain à moudre pour accélérer la machine, c'est compliqué, quoi. Prêter à moins de 0%, c'est possible, on va le voir, d'ailleurs on l'a fait, mais c'est quand même pas évident. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à d'autres outils. Alors il faut se souvenir, en 2008, vous étiez très jeune, hein, vous étiez né en 2008, on rappelle. Crise financière. L'avantage d'avoir une crise tous les 10 ans, c'est qu'on profite des erreurs d'avant pour essayer de pas les refaire cette fois-ci. Hein. Donc en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait en 2020. Hein, les réactions face à la crise 2020 sont tellement différentes par rapport à la crise 2008. Les réactions sont massives, rapides, coordonnées. Enfin bon, on a appris hein, la crise il y a 10 ans. Hein. Donc l'avantage d'une crise tous les 10 ans, c'est qu'on apprend vite. Dans 10 ans, on verrait ça la rigolade. On n'a pas prouvé l'Ukraine entre les deux. 2008, il faut se rendre compte un peu de ce qu'on a vécu en 2008. La tétanisation des acteurs économiques dont le public ne s'est probablement pas rendu compte, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça crée des moments de panique. Ce qui est le pire en économie, c'est la panique. Hein. Et aujourd'hui, les banques russes, là, les gens qui font la queue pour récupérer l'argent liquide. Hein. Donc la filiale autrichienne de la banque russe, ça y est, elle est en faillite, hein, terminé. Parenthèse. Donc en 2008, je vais vous donner un petit souvenir personnel, une petite anecdote. Maintenant, il y a prescription, disons, sur le professionnel. Donc en 2008, j'étais directeur à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Et tous les 2 fois par an, chaque succursale réunit ce qu'on appelle le conseil consultatif de la succursale, qui est la réunion d'une douzaine de chefs d'entreprise qui représentent l'économie du département. Et donc là, en décembre 2008, on avait la réunion de ce conseil consultatif des Hauts-de-Seine, à Nanterre, hein, avec mon collègue directeur à Nanterre. Autour de la table, je ne sais pas si vous connaissez un peu les Hauts-de-Seine, c'est Nanterre, la Défense, donc toutes les plus grosses boîtes françaises, quoi. Hein, les boîtes, bon, je ne les cite pas, hein, c'est très professionnel, mais bon, vous les connaissez tous par cœur. Quand on fait un tour de table, toujours dans ce conseil, un tour de table, pour voir où en est la conjoncture. 3 mois plus tôt, décembre 2008, 3 mois plus tôt, il y a eu septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers, donc une banque américaine que les Américains ont laissé faire faillite. Alors, on ne comprend toujours pas pourquoi, hein. Peut-être qu'on verra dans l'histoire, on épluchera les informations secrètes, mais parce qu'une des grandes leçons de la crise de 29, hein, vous vous souvenez de ce cours d'histoire, une des grandes leçons de la crise de 29, c'est qu'on ne laisse pas les banques faire faillite. Parce qu'une banque fait faillite, certes, ça met en difficulté les dizaines de milliers de salariés, ça à la limite, on s'en fout, hein, mais par contre, ça met en difficulté les millions de déposants. Une banque fait faillite, c'est les millions de gens, modestes ou riches, qui ont des dépôts dans cette banque, qui sont ruinés.
Donc en 1929, hein, un système ultralibéral, on laisse faire, oui, tant pis pour eux, c'est les gars bien travaillé. On laisse les banques faire faillite, résultat, un engrenage de faillite, de chômage, de drame, hein, qui a débouché sur ce qu'on sait. Donc on savait depuis 1929 que surtout on ne laisse pas les banques faire faillite. C'est pas pour sauver les patrons des banques, comme le croit parfois le public, hein, les patrons des banques, pro banquier sans cigare, non. Ça, hein. Lui, de toute façon, il va toujours se recaser, c'est pas un souci. Mais c'est pour sauver les déposants, le public, le grand public. Et curieusement, donc au début de la crise financière, en 2007, on a sauvé les banques. Les États-Unis, puis l'ultralibéral aussi, sauver les banques, les Anglais ont sauvé les banques, tout le monde sauvait les banques parce qu'on savait, voilà, pas faire cette erreur dramatique. Et en septembre 2008, pourtant, on a laissé Lehman Brothers faire faillite. Alors pourquoi? Bon, ça, l'histoire le dira peut-être. En tout cas, ça a créé un vent de panique, évidemment. Parce que tout le monde s'est dit, bah, Lehman Brothers, faillite, et pourquoi pas demain la Société Générale, la banque machin, la Commerzbank, je sais pas quoi. Et donc cette réunion, toujours cette réunion de décembre 2008, le directeur financier d'une très grosse boîte, même la plus grande de France, non. Quand il a donné la parole, c'est son tour, il a dit « Je crains la faillite des banques françaises, donc j'ai retiré toute ma trésorerie des banques françaises, 10 milliards d'euros quand même, hein. 10 milliards d'euros, hein, trésorerie de multinationale. Et je l'ai placé dans ma banque propre, hein, qui est la banque de ma multinationale, qui traite directement avec la Banque de France. » Alors, vous voyez, on s'est dit quand même, c'est pas le café du commerce, hein, c'est le directeur financier d'une très grande boîte française, quoi, qui, en décembre 2008, craignait la faillite des banques françaises. Ah non, il a dit, ça va, déliré, là. Il n'y avait pas de risque, en plus c'était débile. Hein. Il n'a pas dit, vous êtes débile, il a dit, c'est pas sérieux, non, ce risque n'existe pas. Nous, on est superviseurs des banques, on les connaît, ce risque n'existe pas. Mais, vous voyez, pour que la tétanisation, l'inquiétude monte à ce niveau de responsable, ça montre que la situation était quand même dramatique, quoi. Alors nous, on voyait à nos agences, hein, nos succursales, les billets de 500 € qui partaient, hein, comme des petits pains, enfin, presque. Pas pour tout le monde, bien sûr. Et puis les coffres forts aussi, les gens achetaient des coffres forts. Hein. Demandez à vos parents, je trouve qu'ils ont un petit coffre fort. Bon, alors voilà, ça c'est le contexte, vous voyez, de la crise financière, un contexte de panique, c'est vrai, hein, de panique. Hein. Et nous, bien sûr, les banques centrales, on a intervenu très largement pour prêter, là aussi, pour calmer le jeu, hein, ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est vrai qu'au niveau de nos outils, comme on prêtait à 0% dans les années qui ont suivi, bon, nos outils étaient un peu coincés, quoi. C'était compliqué d'aller, on était au maximum, vous voyez, du plancher avec l'accélérateur. Alors il a fallu qu'on invente d'autres trucs, quoi. Ok, on va pas accélérer plus, on est au plancher, on est à 0%. Donc c'est là où on a inventé ce qu'on a appelé la politique monétaire non conventionnelle, et maintenant on dit donc néo-conventionnelle. Alors, on a des idées quand même à la main, enfin, pas quoi. On est imaginatif. Donc il y a 4 leviers de ce qu'on appelle la politique monétaire non conventionnelle. D'abord sur les taux d'intérêt. On continue bien sûr l'outil des taux d'intérêt, hein, à prêter aux banques commerciales, mais là carrément on peut leur prêter à taux négatif. Ce qu'on a fait par exemple pendant la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, on a prêté aux banques commerciales des montants importants, on verra tout à l'heure le chiffre, à moins 1%, avec une condition, hein, c'est pas quand même sans condition. La condition, c'est que les banques commerciales devaient maintenir leurs encours de crédit aux PME. Petites et moyennes entreprises. Est-ce que ça a bien fonctionné à votre avis, ça? Oui, ça a très bien fonctionné. Très bien fonctionné, puisque les crédits aux entreprises en 2020, globalement, toutes entreprises, toute taille, hein, en France, ont augmenté de 13%, et les crédits aux PME hein, en France, ont augmenté de 20%. Bien plus, vous voyez. Donc le crédit aux PME a super bien fonctionné, et grâce à ça, on a sauvé le tissu d'entreprise. Hein. Après, il faut rembourser. Hein. Et ça a bien marché parce que justement, nous, en amont, en haut de la montagne, hein, vous voyez, nous, on est en haut de la montagne, hein, la Banque centrale, donc on ouvre les vannes des sources, quoi. Puis après, il y a les fleuves des banques commerciales, puis les petits ruisseaux des entreprises, des particuliers, etc. Et belle image. Hein. Et donc là, on a ouvert fortement les vannes en prêtant à moins 1% aux banques, c'est intéressant quand même. Hein. Donc elles ont bien joué le jeu, bon, c'était leur intérêt aussi. Hein. Donc voilà, ça c'est des mesures, vous voyez, non conventionnelles. Hein, on prête à taux négatif. C'est un peu spécial quand même, prêter à taux négatif. Hein. C'est un peu contre-intuitif quand même. Deuxième mesure, le guidage prospectif.
le guidage prospectif, forward guidance, hein, en anglais c'est plus chic. Alors ça c'est marrant parce que ça montre une évolution considérable par rapport à ce qu'était la politique monétaire il y a 20 ou 30 ans. Donc là l'idée c'est de dire on veut que les acteurs économiques ne soient pas surpris par nos décisions, qu'ils puissent les anticiper pour s'y préparer, qu'il n'y ait pas d'à-coup brutal, quoi. Et donc, on leur dit longtemps à l'avance, bah, peut-être l'année prochaine, on va augmenter les taux d'intérêt, on va commencer à les baisser. Oui, on prépare les acteurs, à la psychologie. Il y a 30 ans, c'était tout l'inverse. Il y a une citation célèbre de Greenspan, le patron de la Banque centrale américaine, en 88, qui disait, tenez-vous bien, hein, si j'ai été clair, c'est que vous m'avez mal compris. Un peu tordu quand même. Hein. Si j'ai été clair, c'est que vous m'avez mal compris. Bon. C'est compliqué ça. Hein. Ça veut dire que donc ils ne voulaient pas que les acteurs économiques, les entreprises, les particuliers, les investisseurs, ils devinent, ils sachent quelle sera la politique monétaire dans 1 mois, 2 mois, 1 an, etc. Vous voulez surprendre. À l'époque, on voulait surprendre les acteurs économiques. On s'est rendu compte que ce n'était pas terrible. Ça présentait des à-coups violents, les gens achetaient des trucs, vendaient des trucs, des spéculations, etc. Donc ça ne nous paraissait pas souhaitable. Donc on a vraiment complètement changé d'optique. Hein. Pas que la France, là aussi c'est des évolutions internationales, hein, des banques centrales. Hein. Et on est maintenant au contraire sur le guidage prospectif. Donc on annonce au contraire le plus possible nos actions, hein, pour qu'elles soient anticipées et qu'elles évitent les à-coups brutaux. Troisième vecteur, c'est l'assouplissement des critères et conditions de prêt. Donc là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on va allonger les prêts de la banque centrale aux banques commerciales. Avant, l'essentiel, c'était 1 semaine, et on faisait quelques prêts à 3 mois, la banque centrale aux banques commerciales. Là, maintenant, on fait des prêts jusqu'à 3 ans. Les TLTRO, 3 ans. C'est-à-dire qu'on prête aux banques commerciales, ce n'est pas l'essentiel, hein, mais aussi sur des durées très longues de 3 ans. Et là aussi, c'est la même idée, c'est-à-dire que ça leur donne une sécurité pour elles puissent avoir une action plus rationnelles, plus mesurées. Elles peuvent aussi prêter à des durées plus longues aux entreprises sans craindre des à-coups dans leur refinancement. Et puis enfin, dernier point, dont on parle souvent le plus, les fameux QE, assouplissement quantitatif, hein, vous connaissez un peu. Donc c'est quoi le QE? C'est le principe l'idée que la banque centrale rachète ce qu'on appelle les actifs. Alors les actifs c'est quoi? C'est essentiellement des emprunts. La Banque centrale rachète des emprunts d'État ou des emprunts privés. Alors sur le marché secondaire, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, la plupart des banques centrales, en Europe comme aux États-Unis comme ailleurs, hein, la plupart des banques centrales n'ont pas le droit d'acheter les emprunts d'État lorsqu'ils sont émis. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la Banque centrale finance directement l'État, parce que l'histoire a montré que c'était un peu facile. L'État avait des problèmes, j'ai plus d'argent, désolé, on donne un petit coup de main, la Banque centrale, elle crée de l'argent et elle le prête à l'État. Mais en général, cet excès de création monétaire, il induit des dysfonctionnements, il y a trop d'argent, trop de monnaie, donc des poussées d'inflation, hein, comme l'hyperinflation qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour éviter ce risque, on a décidé que les banques centrales pouvaient éventuellement racheter des emprunts d'État, mais pas tout de suite, pas au moment de l'émission, pas sur le marché primaire, mais sur le marché secondaire. Hein, donc après, l'État met ses emprunts. Comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, hein, la France, l'État français, il avait mis 200 milliards d'emprunts en 2020 à peu près. Donc ceux qui voulaient en ont acheté, les assurances, les banques, vous, on a acheté si vous voulez, enfin, tous ceux qui veulent en achètent, hein, les banques centrales étrangères, etc. Et puis après, vous pouvez le revendre sur le marché secondaire, c'est comme des actions. Et à ce moment-là, sur le marché secondaire, les banques centrales ont le droit d'intervenir. Voilà. Bon. Ça permet de créer quand même une petite barrière. Vous voyez, ça revient au même, mais bon, ça crée une petite barrière, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc on limite un peu ce risque de financement excessif des banques centrales par les États, et de création monétaire excessive. Donc on le fait dans le marché secondaire, essentiellement des emprunts publics, mais c'est aussi un peu des emprunts privés, hein, des emprunts d'entreprise par exemple. Hein. Et puis il y a même une banque centrale, il y en a même 2 je crois, le Japon par exemple, qui rachète aussi des actions. J'ai des actions, hein, parce qu'il va intervenir aussi sur le marché des actions. Il pense que ça monte trop haut, ça baisse trop, etc. Donc il peut aussi intervenir sur ce marché. Alors quel est l'intérêt
Quel est l'intérêt d'intervenir sur ces marchés, hein, de racheter donc, des emprunts? Eh bien, l'intérêt, c'est en l'occurrence, quand on les rachète, hein, c'est de faire baisser les taux d'intérêt. Donc, c'est le principe un peu j'évoquais tout à l'heure de la tomate. Hein. Le principe le marché de la tomate. Hein. Ou si vous n'avez pas la tomate, vous pouvez prendre autre chose, ça marche aussi. Hein. Dans le marché de la tomate, il y a des gens qui achètent des tomates, des gens qui vendent des tomates, ok. Si d'un seul coup, il n'y a pas assez de tomates sur le marché, le prix de la tomate il va grimper, bien sûr. Hein. Et puis inversement, s'il y a beaucoup de tomates sur le marché, le prix va baisser. Bon ben, les emprunts publics, avec la crise sanitaire, d'un seul coup, tous les États du monde entier, ils se sont mis à vouloir emprunter des sous, emprunter de l'argent pour soulager leur économie, pour distribuer des subventions, des aides, etc. Si c'était contenté, comme tout à l'heure, si c'était contenté de faire appel à l'épargne classique, ça veut dire que d'un seul coup, il y a une très forte augmentation de demande d'argent, demande d'emprunt. Donc le prix de l'argent, le taux d'intérêt, il aurait explosé. Le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent en fait. Hein. Ça fonctionne comme le prix de la tomate, sauf que c'est de l'argent. Donc pour éviter que le prix de l'argent, le taux d'intérêt, il explose, eh bien les banques centrales ont ramené, non pas des tomates, mais ont ramené de l'argent, ont créé de l'argent, ont créé de la monnaie. Elles ont ramené de l'argent sur le marché, de manière à maintenir le prix de l'argent, le taux d'intérêt à un niveau très faible. C'est pour ça qu'on a créé beaucoup d'argent en 2020. Quand on regarde le stock de monnaie, hein, ce qu'on appelle parfois M3, hein, je ne sais pas si on enseigne encore les agrégats monétaires, mais le stock de monnaie, c'est ce qu'on appelle l'agrégat M3, en gros. Il y a des débats, mais en gros, c'est ça. Le stock de monnaie en France, en 2020, il a augmenté de 20%. Hein, 20%. Alors que la production, je rappelle, elle a baissé de 8% quand même. C'est pas sans risque, hein, mais bon. C'est un choix parce que ça nous semblait être la meilleure des solutions, même si elle n'est pas sans risque. Donc voilà, donc le QE, c'est ça. Le QE, c'est, vous voyez, on ramène de la création monétaire, hein, on ramène de l'épargne artificielle en quelque sorte sur le marché, de manière à faire baisser le prix du marché, qui est le taux d'intérêt. Donc les effets, je surveille l'heure. Les effets, bon, c'est ceux qu'on a évoqués déjà à l'heure, hein, donc ça, je ne vais pas y revenir. Alors voilà les différents montants. Bon, l'historique des montants, je passe, c'est pas le plus intéressant. Alors cette politique monétaire active, donc depuis une dizaine d'années, hein, bien avant qui a commencé avant la crise sanitaire, hein, même si elle s'est accélérée avec la crise sanitaire, vous voyez qu'on estime, c'est les intervalles en rouge, on estime qu'elle a eu un impact important sur la croissance et sur les prix. Qu'elle a évité parfois la déflation, hein, qu'on a parlé tout à l'heure, grave, qui baisse, et surtout qu'elle a alimenté la croissance, parce que le taux d'intérêt était moins cher, donc c'est un élément qui favorise le crédit, donc favorise l'activité. De fait, en France, le crédit, même avant la crise sanitaire, fonctionnait très bien. Même trop bien, parfois. Crédit à l'habitat, crédit aux entreprises, tout ça fonctionne très bien en France, hein, depuis plusieurs années. Hein. Mieux que chez les voisins, d'ailleurs. Hein, c'est un domaine où on fait mieux que les Allemands. Par exemple, nos amis allemands, les taux des crédits en France sont en moyenne plus faibles qu'en Allemagne, par exemple. Hein. Parfois, on ne sait pas, ça fait. Dire du bien des banquiers, de temps en temps, c'est un peu dur. Les banquiers, durant la crise sanitaire, aussi, la crise sanitaire, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux secteurs indispensables pour vivre. Tout le reste, c'est superflu. Hein. C'est bien sûr tout ce qui est agroalimentaire, pour manger. Hein. Vous vous baladez tout nu dans la forêt, mais manger, c'est impossible. On doit passer, c'est impossible. Donc manger, toute la filière alimentaire, ça c'est obligatoire. Et puis, l'argent pour acheter et vendre à manger. Parce qu'à moins d'avoir son petit potager dans son jardin, ça serait un peu marginal. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez voir l'agroalimentaire, vous mourrez de faim. Hein. Donc en fait, c'est ça les deux secteurs fondamentaux. Ce qui fait que j'ai toujours pas compris pourquoi à 20h, on n'applaudissait pas aussi les banquiers. Quand je dis aux banquiers, ils sont contents. Bon, alors le jour où on applaudira les banquiers à 20h, ce sera la révolution, c'est sûr. Bon, ceci dit, ils ont bien joué le jeu pendant la crise sanitaire, contrairement à la crise financière, qui était une crise financière, comme son indique. Donc d'abord une crise de l'excès d'un certain nombre de banquiers. Hein. Donc je pense que là, ils ont retrouvé quand même un peu d'aura dans l'opinion, je leur souhaite en tout cas. Alors, donc dans la crise sanitaire, on a accéléré cette politique non conventionnelle. Hein, que dit la Banque centrale, en quelques jours, en mars 2020, elle a décidé ces mesures exceptionnelles de distribution de liquidités de manière massive pour soutenir le financement de tous les acteurs économiques. Donc pour les banques commerciales, vous voyez qu'on a prévu
1310 milliards d'euros, donc pour prêter aux banques, pour qu'après elles reprêtent aux PME, je vous l'ai dit, ça marchait très bien, hein, crédit bancaire aux PME plus 20%, et pour les États, hein, les fameux PEP, 1850 milliards d'euros, où là on a racheté des emprunts d'État pour que les États puissent emprunter pas cher. Et ça a super bien marché aussi. Par rapport à la crise financière il y a 10 ans, il y a 10 ans, vous savez, après la crise financière, on a eu ce qu'on appelle une crise des dettes publiques. L'État italien, par exemple, hein, qui était considéré un peu plus fragile parce qu'il était déjà très endetté, l'État italien, en 2012, il a emprunté jusqu'à 7%. 7%. 7%, quand vous empruntez des centaines de milliards d'euros, ça fait mal. Hein. Après, vous traînez ça pendant 10 ans d'emprunt. Hein. Là, l'État italien, crise sanitaire, il a toujours autant endetté. Hein. Il n'a jamais dépassé, les taux italiens n'ont jamais dépassé 1%. Sauf quelques jours en mars, pour être honnête. 1%. Parce que justement, on a amené beaucoup, non pas de tomates, mais beaucoup d'argent, pour que le prix de l'argent, les taux d'intérêt restent très faibles. Donc voilà, donc très concrètement, on n'a pas mis aux États hein, de compenser, d'être assez généreux avec des emprunts qui ne coûtaient pas cher. Alors après, évidemment, il y a quand même la question de la sortie de ces politiques très accommodantes, parce que ce n'est pas sans inconvénient quand même. Hein. Ça serait trop beau s'il suffisait de créer de l'argent pour résoudre les problèmes, bien sûr. Donc là, tous les pays du monde ont agi comme ça en 2020. Ils ont créé beaucoup d'argent qu'on a distribué pour soulager la crise. Très bien, ça a bien fonctionné. On a soulagé la crise, le chômage n'a presque pas augmenté, le pouvoir d'achat a été maintenu globalement, etc. C'est un système d'ailleurs qui est une solution qui a été assez consensuelle d'ailleurs. Il faut le noter parce que c'est rare en économie. Hein. En économie, vous avez 10 économistes, 10 avis différents en général. Et donc là, tout le monde était d'accord. Voilà, bon, c'est bien, bon, ce qu'il fallait faire, très bien, bravo. Mais c'est pas sans risque et sans inconvénient, le fait qu'on ait créé beaucoup d'argent. Les risques, c'est quoi? Les risques, c'est l'inflation. L'inflation, parce qu'en effet, on a créé beaucoup d'argent. Donc, face à une production de services qui n'a pas augmenté de la même façon, il y a un risque que, évidemment, les prix augmentent. Alors, on voit aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les économies récentes, contemporaines, que ce risque sur les biens à la consommation est relativement ténu, encore que, aux États-Unis, on le voit un peu. Et par contre, ce risque de dérapage des prix, il y a un excès de monnaie. Par contre, il existe toujours, hein, la Banque de France avait des études là-dessus, sur des marchés où l'offre n'est pas très élastique. Par exemple, l'immobilier. Si demain, tout cet argent qu'on a distribué, par exemple l'épargne dont je parlais, là, l'épargne supplémentaire très importante, si demain, toute cette épargne se manifeste en achetant des logements, en voulant acheter des logements en France, comme ailleurs, c'est pas du jour au lendemain qu'on va construire des centaines de milliers de logements. Hein. C'est-à-dire que les prix des logements, qui déjà augmentent d'ailleurs, vont augmenter encore plus. De même, si cette épargne supplémentaire de demain se manifeste sur la bourse, on va acheter des actions. C'est pas du jour au lendemain qu'on va créer des millions d'actions. Hein. D'actions, c'est des entreprises. Donc on voit que sur des marchés où l'offre est assez rigide, marché immobilier, marché des actions, marché financier, là, l'excès de création monétaire, l'excès de monnaie, en effet, peut générer, pas sûr, hein, peut générer des hausses de prix excessives, donc des bulles. Quand les prix augmentent trop, à un moment, elles éclatent, hein, on dit, ah, c'est trop, alors hop, on vend, on appelle une bulle, hein, ça éclate, ça crée des crises financières, crises immobilières. Donc là, c'est vrai que c'est un des inconvénients hein, de la solution qui a été décidée en France comme ailleurs, de créer beaucoup d'argent pour soulager la crise, c'est qu'il y a un risque, c'est un risque dans les années qui viennent de bulles financières ou de bulles immobilières. Alors après, on a quelques outils hein, pour éventuellement y parer, on pourra revenir si ça vous intéresse. Et puis l'autre risque quand même, hein, l'autre risque c'est quoi? C'est quand on va rembourser. Enfin, quand vous allez rembourser. Je suis parti, je suis en retraite, je sais pas. Vous saurez rien. Donc le principe, vous savez, les États, ils émettent des emprunts à 10 ans en général. Et donc là, on a mis des emprunts à 10 ans, beaucoup d'emprunts à 10 ans, partout, en France comme ailleurs. Et donc dans 10 ans, on va rembourser. Bon, avant, c'est cool parce qu'avant, les taux d'intérêt sont à 0, donc c'est pas très gênant. Hein. Et dans 10 ans, voilà, quand vous aurez 30 ans à peu près, là, il faudra rembourser. Hein. Alors le principe des États, c'est qu'ils émettent de nouveaux emprunts pour rembourser. C'est comme ça que ça fonctionne. Les États font pareil. Donc on peut se dire, bah, c'est tranquille, pourquoi vous nous cassez la tête avec ça dans 10 ans, on mettra de nouveaux emprunts. Ok, mais à quel taux d'intérêt vous allez mettre vos nouveaux emprunts dans 10 ans? Ça, vous n'en savez rien, moi non plus. Hein. 0% aussi, peu de chance, hein. 0% c'est quand même un truc un peu exceptionnel. Hein. Donc ça, c'est le deuxième risque. Hein. C'est qu'en effet, quand on rembourse dans 10 ans,
les nouveaux emprunts pour rembourser soient émis à des taux d'intérêt qui soient plus élevés. Et le taux d'intérêt, c'est quoi? Ben, c'est une charge financière payée tous les ans par le budget de l'État, par les contribuables, nous sommes tous. Aujourd'hui, dans le budget de l'État, vous avez les dépenses d'éducation nationale. Hein, par exemple, pour l'État, c'est à peu près 80 milliards. 80 milliards. Et en plus, il y a les collectivités locales qui rajoutent. 80 milliards de l'État. Les intérêts, c'est 40 milliards déjà. La moitié. Vous voyez, si on n'avait pas de dette publique, et répondons 30 secondes. En France comme ailleurs, c'est pas pour parler de la France. Hein. Si on n'a pas de dette publique, aujourd'hui, on pourrait augmenter de 50% le budget de l'éducation nationale. C'est l'air des profs, par exemple. Petit moment de rêve, là, c'était du bien. Bon, donc on n'en est pas là, hein, malheureusement. Et là encore, c'est pas propre à la France. Pas ça pour dire qu'on n'a pas intérêt à faire grimper ce poste des intérêts, parce que ça bouffe les autres postes, hein, fréquemment. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de maintenir les taux d'intérêt pas trop élevés, d'avoir une politique monétaire qui soit si possible accommodante, que l'inspire confiance, parce qu'en fait le taux d'intérêt c'est pas uniquement la politique monétaire, c'est aussi la confiance de tous les prêteurs du monde entier. Hein. Et si vous avez une économie qui n'inspire pas confiance, ben, les prêteurs du monde entier vous prêtent à des taux d'intérêt élevés. Je rappelle que la Grèce, par exemple, la Grèce, au pire de la crise grecque en 2010, la Grèce pouvait encore emprunter. Il y avait des gens qui pouvaient bien prêter à la Grèce. Vous savez à quel taux? À 30%. 30%, vous êtes mort. Hein. Donc c'est pas compliqué d'emprunter en fait. Vous trouvez toujours quelqu'un pour prêter l'argent. Hein. Mais oui, je vais te prêter, t'inquiète. 30%. L'important, c'est le taux d'intérêt, c'est ça qui est important. Hein. Le nœud de la dette publique, en France comme ailleurs, hein, c'est le taux d'intérêt. Et pour ça, il y a la politique monétaire, certes, qui joue, mais il y a aussi, parce que la politique monétaire, elle ne peut pas intervenir tout le temps, hein, on ne peut pas créer de l'argent tout le temps, il y a aussi, de manière plus fondamentale et structurelle, la confiance qu'on inspire à l'économie dans le monde. C'est pour ça que c'est important d'avoir une politique économique cohérente, rationnelle. Si vous faites n'importe quoi, ben on vous prête à 30%, hein, comme les Grecs. Hein. Ça craint. Donc c'est compliqué de sortir de cette politique monétaire trop accommodante, qui présente les inconvénients que je viens d'évoquer. Donc il faut y aller doucement. Vous voyez, risque de bulles spéculatives, risque de mauvaise allocation de capital, ça veut dire quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. Bon, vous les jeunes, vous aimez bien les films d'horreur, là. Zombies. Je ne sais pas très bien entendu. Donc entreprises zombies, ça veut dire quoi? Ces entreprises qui sont maintenues artificiellement en vie parce que les taux d'intérêt sont très faibles et donc elles vivent avec des crédits pas chers. C'est un problème parce que ça veut dire que ça bloque une bonne allocation des effectifs, des investissements, du capital, et donc ça gêne la modernisation de l'économie. Donc c'est vrai, c'est un des risques, ça. C'est un des risques, hein. Souriez là pour la photo. Avec le masque, c'est important, souriez. Donc voilà, cette politique monétaire très accommodante n'est pas sans risque, hein, ça serait trop beau s'il n'y a aucun inconvénient. Et il faut arriver à en sortir de manière progressive, sans créer des à-coups violents. Dans le passé, souvent, quand on a augmenté trop fortement les taux d'intérêt, on a créé des récessions, et donc ça c'est vraiment une des difficultés, c'est de trouver le bon dosage. S'ajoute là-dessus la crise en Ukraine, donc ça n'est pas prévu. Donc on va voir que les banques centrales, américaines et européennes ce mois-ci, est-ce qu'elles retardent leur ajustement, c'est-à-dire remonter les taux, est-ce qu'elles le font quand même un peu? Bon, Powell, le patron de la Banque centrale américaine, a dit qu'il proposait l'augmentation de 0,25% des taux américains. C'est moins que ce qu'il avait prévu, hein, donc on voit déjà qu'il intègre quand même le choc de la crise ukrainienne, qui va nécessairement ralentir un peu la croissance, l'activité. Voilà, et la dernière diapo, c'est l'avenir, c'est le verdissement de la politique monétaire. Hein, donc la finance verte, c'est un bon sujet aussi. Les banques centrales, bien sûr, doivent participer à cet effort de transition climatique. Et on doit donc favoriser la mobilisation de l'argent, une partie de l'argent, vers les investissements dont on a besoin pour la transition climatique. Et on a des outils avec la politique monétaire. Donc ça, c'est pas fait encore, hein, on est en train de travailler. Hein. Alors, ce qu'on a déjà fait quand même, c'est au niveau de notre mission de supervision des banques, contrôle des banques, on fait ce qu'on appelle des stress tests. Ça veut dire qu'on regarde le risque que présentent les banques, les assurances, vis-à-vis des secteurs comme les hydrocarbures, qui sont des secteurs qui vont devoir décliner. Et on a calculé, par exemple, au niveau de la Banque Centrale Européenne, que les actifs, c'est-à-dire les crédits, en gros, pour simplifier, les crédits que les banques européennes accordent à ces entreprises liées aux hydrocarbures, ça représente quand même l'équivalent de tous les fonds propres des banques européennes. Ça veut dire que, imaginons que du jour au lendemain, on ferme tous les hydrocarbures, ben, les crédits, évidemment, que les banques vont accorder à ces entreprises, donc ne valent plus rien,
hein, l'entreprise n'est plus remboursée. Donc ça veut dire que les banques n'ont plus de fonds propres. Et donc c'est quand même pas négligeable, hein, l'influence et l'activité des banques commerciales en Europe comme ailleurs vis-à-vis de ces secteurs dont on va devoir gérer le déclin. Donc ça, on commence déjà nous à faire des analyses là-dessus, voir comment les banques sont exposées, etc. Puis leur dire il faut réduire vos encours aux secteurs menacés. Hein. Par contre, il faut les accroître aux secteurs dont on souhaite le développement, énergie renouvelable, etc. Avec la politique monétaire, on va avoir des outils, donc on y travaille, hein, ça devrait démarrer probablement 2023-2024. Hein. Par exemple, le collatéral dont je parlais tout à l'heure. Le collatéral, vous savez, la cotation des entreprises, hein, la teinture d'entreprise. Bon, ben, on est en train de travailler à la Banque de France pour intégrer dans la note des entreprises un élément lié à la transition climatique. Donc ça veut dire qu'à qualité égale, financière, hein, une entreprise qui sera par exemple sur un secteur énergie renouvelable, ben, elle aura peut-être, on est en train d'y travailler, hein, une meilleure cotation que celle qui par contre est sur un secteur hydrocarbures. Donc ça veut dire qu'après la banque, quand elle la finance, l'entreprise évidemment, elle pourra plus facilement aller se refinancer auprès de la Banque centrale. De même pour le QE, on pourra peut-être décider, alors si on y réfléchit, hein, de dire quand on rachète des emprunts privés, en priorité on rachète des emprunts privés qui ont un lien positif avec la transition climatique. Par contre, on ne rachète pas d'emprunts privés d'entreprises liées aux hydrocarbures. Donc on a des outils, hein, on a décidé hein, d'y réfléchir, enfin le principe est acté, donc on travaille à utiliser ces outils, à les aménager pour qu'ils s'insèrent vraiment dans cet effort indispensable de mobilisation de l'épargne vers la transition climatique. Voilà, et nous allons donc pouvoir terminer avec le quiz, vous avez déjà très bien répondu. Hein. Donc c'était en effet la stabilité des prix en objectif principal, c'était en effet les taux d'intérêt directeurs en instrument principal. Forward guidance, c'était bien la communication sur la politique monétaire future. Quantitative easing, politique monétaire non conventionnelle. Et aussi acheter massivement des actifs sur les marchés financiers. Voilà, et donc je vous conseille, pour passer une bonne soirée, un bon week-end, d'aller sur le site ABC de l'économie, où mes collègues hein, de petite équipe d'éducation économique et financière à Paris réalisent des super fiches pédagogiques. Moi-même, j'en ai fait qu'une, hein, qui s'appelle l'épargne des ménages. Pas mal. Il y a une deuxième qui a sorti qui s'appelle l'endettement des ménages. C'est une prochaine. Donc, c'est des fiches pédagogiques de 3 pages, très simples, très pédagogiques. Je pense assez clair. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de vidéos aussi. Enfin, mes collègues, ils ont fait depuis 2-3 ans un super boulot. Hein. Donc, c'est pour vous notamment, hein, pour les étudiants, enfin, tous ceux qui souhaitent s'intéresser à l'économie. C'est une source d'information, donc il faut tirer parti. Voilà, merci de votre attention. Puis, s'il y a des questions, on a un petit quart d'heure là. Hein. C'est bon. Pas de problème. Un grand merci pour cette présentation. Alors, il va nous rester 10 minutes, un quart d'heure pour des questions. Alors, est-ce que déjà, dans un premier temps, dans la salle, on a des questions? Sinon, on avait, nous, identifié un certain nombre de thèmes. Notamment, il y avait des questions sur la monnaie numérique qui n'a pas été abordée. Et donc, on pourra peut-être commencer par ces questions-là. Est-ce que dans la salle, il y a des questions qui souhaiteraient être posées? Non, tout le monde va se cacher derrière les questions officielles. D'accord. Très bien. Bah alors, du coup, mesdemoiselles, vous pouvez alors peut-être vous lever. Donc, c'est Clémentine qui est en première année qui va être chargée de vous transmettre quelques-unes des questions que s'est posée donc la classe en préparation de l'intervention. Très bien. On a eu quelques questions de la part de nos camarades, et notamment sur la question de la relation des banques centrales avec les monnaies, les monnaies numériques et les cryptocurrencies blockchain. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. J'ai une conférence aussi, je veux dire. Alors, sujet très important. Très important. Nous, notre préoccupation, c'est surtout d'éviter la privatisation de la monnaie, parce que pour nous, la monnaie, c'est un élément de la souveraineté, hein. Même que l'armée ne doit pas être privée, le justice ne doit pas être privé, la monnaie, c'est un bien public. Donc, on n'est pas du tout favorable, par exemple, au projet qui a été abandonné, hein, de monnaie de Facebook, par exemple, hein, et à toutes les monnaies privées. En même temps, il y a des banques centrales qui ont démarré très fort, comme la Chine, par exemple, avec une monnaie numérique de banque centrale, la yuan numérique. Donc, à la fois face au risque de monnaie privée et à l'existence d'autres monnaies numériques nationales, on ne doit pas rester les bras croisés, on doit aussi être présent. Donc, la Banque centrale européenne
travaille à la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Donc on est entré en phase d'analyse, on est loin de la finalité, hein. Mais il est vraisemblable, la décision officielle n'est pas tapée prise, mais il est vraisemblable qu'il y aura dans quelques années un euro numérique. Alors un euro numérique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est comme un billet de banque, créé donc par la banque centrale, c'est nous qui l'avons créé, mais il est numérique, donc il n'est pas en papier, mais il sera sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur, sur un compte que vous aurez en quelque sorte à la banque centrale. Donc c'est un compte qui squeeze en quelque sorte des banques commerciales. Hein, vous aurez directement, de la part de la banque centrale, des euros numériques. Alors après, d'où ça viendra? Ben, c'est nous qui les créons, donc on peut très bien décider, un peu comme les billets de banque, qu'aujourd'hui vous avez de l'argent sur votre compte en banque dans une banque commerciale, hein, vous avez peut-être, je sais pas, 1000 euros, riche, 1000 euros à la BNP, vous pouvez dire, bah, demain, c'est 1000 euros à la BNP, je voudrais que la moitié soit en euros numériques. Donc on dira OK ou pas OK, il y aura des règles du jeu sûrement, et peut-être que vous garderez 500 euros sur votre compte à la BNP, et vous sortirez 500 euros que vous mettrez, qui seront numériques, qui sont en quelque sorte sur votre compte à la Banque de France. Bon, pour le particulier, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'il utilise déjà avec sa carte bancaire, avec son téléphone portable. Par contre, c'est important comme révolution vis-à-vis des banques commerciales, parce que par contre, ça prive les banques commerciales d'une source de dépôt. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il ne s'agit pas de ruiner les banques commerciales, parce que sinon, c'est le crédit qui est ruiné. Hein, donc, il faut y aller mollo quand même. Hein. Après, il y a aussi d'autres risques pour un pays totalitaire, hein, enfin, en tout cas un peu autoritaire comme la Chine. C'est clairement aussi une façon de un peu contrôler sa population quand même, parce qu'elle crée ces euros numériques. Ça veut dire que quand vous les dépensez, là c'est très bien, et vous allez dépenser ça pour acheter tel bouquin subversif ou je sais pas quoi. Ou, hein. Donc voilà, donc il y a quand même des risques vis-à-vis du système bancaire, vis-à-vis de la confidentialité. Donc c'est pas simple. C'est pas simple, mais on va y aller, c'est sûr, parce que de toute façon tout le monde y va, et donc il n'est pas question de ne pas y participer. Après, les cryptoactifs, c'est autre chose. Ce qu'on appelle les cryptoactifs, comme le Bitcoin, et je ne dis pas crypto-monnaie, pour nous, ce n'est pas des monnaies, hein, pas du tout. Hein. C'est des actifs, c'est des placements. Donc, vous pouvez acheter de l'or, vous pouvez acheter des tableaux d'artistes, ou des bitcoins, c'est pareil. Hein, c'est même mieux d'acheter des tableaux, parce que moi, ça sert aux artistes, alors que les bitcoins, ça ne sert à rien. Hein, donc, mais au niveau placement, c'est pareil, c'est autant spéculatif, quoi. Hein, donc, ça augmente, ça baisse, je ne sais pas pourquoi, parce que des gens qui veulent. Parce que Tesla dit peut-être, moi, j'achète plus, bon. Donc ça n'a aucune valeur pour nous, hein. C'est de la spéculation pure. Hein. Donc à vos risques et périls. Hein. Donc voilà, enfin, moi je n'irai pas sur le Bitcoin, c'est clair. Je préfère acheter des œuvres d'art. Merci. Alors, une autre question. Quelles conclusions ont été formulées sur le débat européen sur l'effacement de la dette d'une part et celui de la dette perpétuelle d'autre part? Il y a eu un débat européen là-dessus. Je ne suis pas au courant, mais pour nous il n'y a pas de débat. Hein. Pour nous c'est un débat dangereux. L'annulation de la dette, c'est un débat dangereux. Pourquoi? Parce qu'il sous-entend justement qu'on pourrait annuler la dette, c'est-à-dire que vis-à-vis de ceux qui achètent cette dette, qui pourraient ne pas être remboursés. Alors pour nous, c'est extrêmement dangereux. Hein. Extrêmement dangereux. Rien que le débat, c'est dangereux. Hein. Parce qu'une dette, ça se rembourse. Si vous avez la possibilité de placer votre argent et qu'on vous dit, voilà, il y a deux placements possibles. Il y a monsieur machin qui rembourse sa dette tout le temps et monsieur bidule qui la rembourse une fois de temps en temps. Ben, vous n'allez pas aller chez monsieur bidule, hein, c'est sûr. Hein. Donc, monsieur Bidule, quand il voudra emprunter, lui, il va faire comme la Grèce. Hein. Il va emprunter à 30%. Hein. Donc voilà, donc il est hors de question d'imaginer qu'on a eu de la dette. C'est un non-sens. Ce serait le meilleur moyen pour que la dette nous coûte très cher dans les années qui viennent. Parce qu'on veut. Hein. On emprunte à 0%, on ne veut pas emprunter à 30% demain. Hein. Les Grecs, on a annulé leur dette. Hein. Un tiers de la dette, on a annulé. Hein. Le résultat. Hein. Donc voilà, donc c'est un débat très dangereux qui pour nous n'a pas de sens. Par contre, après, il faut gérer la dette publique, hein, c'est-à-dire dans la durée, hein, il n'y a pas d'urgence, hein, les emprunts sur 10 ans. Il faut faire en sorte que la croissance permette aussi de relativiser le poids de la dette. Hein. Il faut réfléchir peut-être à la répartition des dépenses publiques pour éviter que la dette ne gonfle, etc. Donc il y a des actions à avoir. Mais l'annulation de la dette, c'est une piste extrêmement dangereuse. Et enfin, une dernière question, c'est un peu plus d'actualité. La Russie ou tout autre pays dispose-t-elle d'un moyen pour pallier à sa déconnexion au modèle SWIFT? Alors, déjà, ils peuvent faire à la main, quoi, hein, avec le boulier, tout ça, puisque ce qu'on faisait avant SWIFT, hein, donc SWIFT, ouais, ça permet de faciliter les échanges internationaux. Donc là, ils vont devoir utiliser le téléphone, le fax, etc. Donc c'est possible. Ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus cher, source d'erreurs, de contentieux, etc. Hein. Donc ça va ralentir, ça va gêner beaucoup le commerce international, c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, on le voit, l'Iran, pour le moment, c'est l'Iran qui avait été déconnecté de SWIFT uniquement. Hein.
Et après l'Iran, ils ont beaucoup réduit leurs échanges internationaux. C'était trop compliqué. Alors après, il y a la Chine qui a son propre système. Donc ils peuvent s'y raccrocher un peu, mais ça représente quand même une petite partie des échanges. Bon, donc il y a quelques pistes qui vont compenser un peu le retrait de SWIFT, mais ça sera quand même très marginal. Bon, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, on a enlevé que 7 banques russes de SWIFT. 7 banques, qui représentent à peu près 25% des dépôts bancaires russes. 25%. Hein. Donc on a quand même laissé encore 75% des dépôts bancaires russes qui sont rattachés à SWIFT. Parce qu'il y a quoi là-dedans? Il y a le gaz. Soyons clairs. Donc il y a les banques, la principale banque russe, c'est la banque du gaz. Parce que pour le moment, on n'a pas encore déclenché, on a souvent parlé d'armes nucléaires, à force d'appareils d'armes nucléaires financières. On est un peu dans l'excès, mais aujourd'hui, on n'a pas déclenché ce qui serait vraiment en effet l'arme économique et financière massive, de dire on ne veut plus du gaz russe. Ce qui veut dire concrètement qu'on prive les Russes là, de recettes considérables, donc on les asphyxie encore plus, mais que nous, bien sûr, Européens, on accepte de baisser un peu la consommation énergétique, hein, de payer plus cher l'énergie. De toute façon, on passe la délusion. Hein. Les sanctions, c'est pour gêner l'adversaire, mais ça fait un petit peu mal à celui qui les fait aussi. C'est trop facile sinon, hein, si ça fait mal à personne, juste à celui qu'on va. Trop simple. Donc après, on n'en est pas encore là. Alors, je ne sais pas, on verra comment ça évolue, mais voilà, l'arme ultime, ce serait ça, dire plus de gaz russe, et là, voilà, c'est toutes les banques qui sont extraits de SWIFT, pour le moment, ce n'est pas le cas. Parfait, merci encore une fois chaleureusement.